Bonjour à tous. Bonjour à tous à ce meet-up de l'innovation. Bienvenue à l'usinerie. L'usinerie dont on vous parlera dans un instant. Je céderai la parole à Delphine, qui est notre responsable de business développement et qui vous parlera de ce qu'on va faire et de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire à l'usinerie. Bienvenue à ce webinaire Meetup de l'innovation numéro 13, on en est au numéro 13. Meetup de l'innovation, juste pour les resituer dans le cadre des événements que l'on organise à l'usinerie. Vous savez qu'on essaye de brasser en permanence des idées autour de l'innovation d'une manière générale. Et on va chercher l'innovation dans de partout où elle se cache. Donc, ça peut être aussi bien de l'innovation managériale que de l'innovation technique et technologique. Et puis, on y parle aussi bien de blockchain, comme on l'a déjà fait, de cybersécurité, mais aussi de management innovant dans les entreprises ou d'innovation sociale, par exemple. Et donc, ça fait longtemps qu'on avait envie de parler de la question de l'ordinateur quantique. Pour tout vous dire, on avait programmé un webinaire il y a un an déjà. Et puis, comme vous le savez, la crise sanitaire est passée par là. Et donc, on avait déprogrammé à l'époque tous nos événements pour les reprogrammer à nouveau maintenant, et donc sous une autre forme, donc sous cette forme de webinaire. Et donc, voilà, donc que je vais vous inviter à suivre dans un instant. Donc, cette question de l'ordinateur quantique, vous en toucherez un petit mot sur le pourquoi on a voulu faire ça juste tout à l'heure, avant de laisser la parole à Julien Bobroff. Mais je vais laisser tout de suite la parole à Delphine pour que Delphine nous parle de l'usinerie. Merci Rodolphe. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Delphine Vanout. Effectivement, je suis en charge du développement et du secrétariat général de Nicéphore Cité. Je vais vous présenter en quelques mots le projet qui est actuellement mené par le Grand Chalon, qui est donc l'usinerie, le bâtiment que vous pouvez voir sur ce visuel, qui est à la fois la réhabilitation de la sucrerie blanche et la construction d'un bâtiment qui s'appelle le Sucre, qui accueillera donc des plateaux technologiques. Donc en fait, l'usinerie, c'est un lieu d'innovation qui va être dédié à la transformation numérique des entreprises industrielles et au développement de l'innovation. Donc cet ensemble immobilier de 4000 m² sera fin 2021 la boîte à outils de l'industrie du futur. Les entreprises pourront s'y former, informer, réseauter et également rencontrer les formations de l'ENSAM, l'Institut Image et du CNAM, qui seront hébergées. Et ils pourront également bénéficier du Fab Lab qui est déjà existant pour tous les prototypages et puis d'un laboratoire d'expérimentation. Et il y aura également donc le Blue Lemon qui est le caisson 5 faces de l'Institut Image. Donc l'objectif de ce lieu, c'est vraiment de créer une communauté autour de l'industrie du futur avec les entreprises, les porteurs de projets, les acteurs économiques et l'enseignement et la recherche. Donc, notre rôle, c'est de favoriser la compétitivité des entreprises de notre territoire, de favoriser également donc, le développement des projets innovants numériques liés à l'industrie et enfin de favoriser donc, cette innovation numérique pour nos entreprises industrielles. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour tout sujet lié au numérique, pour que l'on puisse vous accompagner dans la transformation numérique de votre entreprise. Vous pouvez, comme vous le redirez certainement aussi, Rodolphe, nous suivre sur les réseaux sociaux et puis vous abonner à notre newsletter pour recevoir toute notre actualité et être informé des différents événements que l'on peut organiser tout au long de l'année. Nous sommes en train de finaliser pour fin février une conférence sur la transformation numérique, par où commencer. Et bien donc, Rodolphe, je te redonne la parole.
Merci Delphine. Alors effectivement, hein, comme vient de le dire Delphine, c'est l'usinerie. Nous, on est plutôt tourné vers, j'allais dire, l'industrie et l'industrie du futur. Alors pourquoi faire quelque chose sur l'ordinateur quantique? Ben, parce que peut-être qu'un jour, bientôt, enfin bien que cet objet soit un peu improbable actuellement, ben, peut-être que bientôt, il y aura dans le cloud des ordinateurs quantiques. Enfin, je ne sais pas, peut-être que Julien va nous en parler dans ce sens-là. En tout cas, il y a peu de chances, à mon avis, pour que vous en ayez un sur votre bureau dans les 10 ans à venir. Ça, je pense que ça ne fonctionne pas comme ça, hein. On va en entendre parler sur ce qu'il y a derrière, en fait, toute la technologie de l'ordinateur quantique et surtout toute la physique qu'il y a derrière, la physique quantique. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à Julien Bobroff, qui est professeur à Paris-Saclay, qui est spécialiste de ces questions de physique quantique, qui a écrit un livre qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle La quantique autrement, et on vous donnera le lien tout à l'heure pour que vous puissiez vous y référer et l'acheter éventuellement si vous le souhaitez. Alors donc, ce qu'on fait ce matin, c'est qu'on essaie un peu de regarder vers le futur, de regarder ce que sera le futur. C'est peut-être probablement pas dans 5 ans, mais peut-être dans 10, dans 20, j'en sais rien. Enfin voilà, mais un jour, peut-être bientôt, les calculs d'intelligence artificielle, les calculs de big data, qui sont au cœur aussi de la transformation industrielle. On avait par exemple hier soir un séminaire très intéressant avec 6 ou 7 entreprises sur la question de l'intelligence artificielle dans l'industrie et comment est-ce que l'intelligence artificielle est en train de marquer l'industrie d'une manière ou d'une autre aujourd'hui, et surtout le big data. Puis qu'est-ce que ça veut dire en fait que l'intelligence artificielle, et c'est quoi les puissances de calcul qui sont derrière. Alors, donc pourquoi on fait tout ça aujourd'hui sur l'ordinateur quantique? Comme je vous le dis, c'est pour ouvrir un peu une fenêtre sur le futur, c'est pour se donner des possibles, et puis c'est pour nous enrichir tous aussi mutuellement. Et on a donc la chance, comme je vous le disais, d'avoir avec nous Julien Bobroff, qui est professeur à Paris-Saclay et qui est surtout un formidable vulgarisateur. Je vous donnerai aussi un lien, on mettra un lien tout à l'heure dans le chat où vous pourrez accéder, trouver un lien où on vous le diffusera plus tard. J'en sais rien, je ne sais pas comment est-ce qu'on fonctionne là, sur ce webinaire, mais on vous le diffusera plus tard. Où vous pourrez accéder aussi à une émission, si vous voulez aller un peu plus loin, une émission de Radio France Culture qui a eu lieu pas plus tard que samedi dernier, où Julien Bobroff intervenait à la demande d'Étienne Klein dans la conversation scientifique, où pendant 1 heure, il s'est adressé donc aux auditeurs sur la question de la physique quantique et tout ça, de pouvoir expliquer ce que la physique quantique, sans images, sans équations et tout ça pendant 1 heure. J'ai trouvé que c'était absolument fascinant. Alors, donc, dans un instant, je vais vous laisser la parole. Julien, merci d'être avec nous ce matin, mais je voudrais dire un merci spécial aussi à Coralie, qui est à la technique, et à Vanessa, qui s'est chargée de l'organisation du meet-up de l'innovation aujourd'hui. Donc, voilà, bonne session autour de l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique est en pleine actualité brûlante ce matin. Julien va nous en parler dans un instant et je vais me déconnecter et donc vous laisser la parole, Julien. Voilà, à bientôt. Merci Rodolphe. Donc là, j'espère que vous me captez tous. Sinon, mettez-moi en grand parce que tout va passer à travers ma webcam. Bonjour à tous et à toutes virtuellement, puisque je devine juste que vous êtes là présents de façon latente derrière vos ordinateurs. Vous êtes 80 apparemment. Donc voilà, je me présente, hein, je m'appelle Julien Bobroff, c'est ce qu'a expliqué Rodolphe. Moi, je suis physicien, j'ai longtemps travaillé dans le champ de la physique quantique en faisant des recherches sur les supraconducteurs en particulier. Et puis, depuis quelques années, j'ai monté une nouvelle activité de recherche dans mon labo où on s'intéresse aux nouvelles façons de vulgariser et d'enseigner la physique, et en particulier, mais pas seulement, la physique quantique. Donc, d'abord, merci Anicet Ford de m'accueillir pour vous parler de ce sujet. Moi, c'est un de mes dadas, ce sujet de la physique quantique. Et il se trouve que, alors coup de chance, c'est vraiment l'actualité. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Ce matin, je ne peux pas vous dire mieux, Emmanuel Macron était dans mon université. Alors là, je suis chez moi, je ne suis pas à l'université, mais lui, il y était, pour annoncer un plan quantique français de 1,8 milliard d'euros sur 5 ans. Donc, on est vraiment, mais alors plus dans l'actualité, ça ne peut pas exister. Donc, mon but aujourd'hui, ce n'est pas d'essayer de vous expliquer ce que c'est, non, c'est dans ce sens-là, c'est ce que c'est que ce plan quantique, mais plutôt essayer de vous expliquer la physique qui se cache derrière, les enjeux techniques, les enjeux technologiques,
et pourquoi c'est un sujet, on va dire, à la mode, hein, puisque même notre président en fait la une aujourd'hui à l'université. Et pourquoi c'est aussi pas un hasard que le président soit venu à l'université, par exemple, et pas, par exemple, dans une PME ou dans une entreprise pour annoncer ce plan quantique? Parce qu'on est dans un domaine vraiment à la frontière entre recherche fondamentale et recherche appliquée, où évidemment il y avoir des acteurs du privé considérables. On a beaucoup entendu parler récemment de Google, par exemple, mais c'est un domaine qui est né véritablement et qui s'est développé dans les labos publics, dans les universités, et maintenant qui est à la frontière entre les deux. Voilà. Donc, l'objectif de cette présentation, ben, c'est d'essayer de vous faire comprendre ce que c'est que ce machin. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet ordinateur quantique? Qu'est-ce qui se cache dedans? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Quand? À quelle échéance? Donc, je vais essayer de vous dire ce que j'en pense. Évidemment, après, il faudra comparer avec ce que disent d'autres experts du domaine pour vous faire votre propre opinion. J'aimerais au moins vous donner les armes pour juger vous-même. Voilà, essayer de vous donner les billes pour que vous compreniez vous-même. Donc, ça va en passer par un peu de physique. Hein, vous n'allez pas y échapper. De toute façon, moi, je suis prof de physique, je suis physicien et c'est mon truc. Donc, je vais vous parler un peu de quantique en vous donnant les ingrédients clés pour vous permettre de comprendre la machine. Voilà, c'est ça l'enjeu. Alors, avant ça, vu que vraiment, vous êtes absolument virtuel, vous êtes une sorte de boîte noire devant moi, j'ai envie de savoir quand même qui vous êtes. Donc, je vous propose un petit sondage en direct. Vous allez aller sur le site wooclap.com/tout de suite. Voilà, il s'appelle comme ça, mon sondage. Vous pouvez le faire depuis votre ordinateur ou vous pouvez le faire depuis votre smartphone. Et on va regarder les résultats en direct. D'accord? Donc, voilà. La première question que je vous pose sur le sondage, alors si vous n'avez pas eu le temps de noter, je vais vous le remettre dans la discussion, le lien. Alors, je crois que c'est https www.wooclap.com/tout de suite. Voilà. Donc, vous pouvez aller cliquer dans la conversation sur le lien et normalement, ça va vous emmener sur le lien du sondage et on va regarder les résultats en direct. Donc, ma première question à vous, c'est qu'est-ce que ça évoque pour vous la quantique en un seul mot? Voilà, il faut en un seul mot me dire ce qu'évoque pour vous la quantique. Et on va voir les résultats en direct. Voilà, la première personne qui a répondu me répond microscopique, rien. Quantification, là on a déjà un professionnel. Le temps, petit, rien. Ça au moins c'est bien, vous allez apprendre des trucs aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient d'autre? Il y a le mot microscopique qui revient, rapide, abstrait, ouais, très abstrait. Confinement. Alors je ne sais pas si la personne a fait son confinement en quantique ou si c'est le confinement quantique dont elle parle. L'avenir du calcul, théorie, l'infinité, waouh. Particules, rayons, révolutionnaire, je ne sais pas. Optimisation des calculs, ouais, physique, et oui, on y est, mécanique, ouais, là la personne ne se mouille pas trop. Microscopique revient à nouveau. Donc on voit clairement qu'on tourne autour de la science fondamentale, qu'il y en a un certain nombre qui ne savent pas ce que c'est. Contre-intuitif, oui, Schrödinger, ouais, tout à fait. La maîtrise de la Chine, donc il y a des questions géopolitiques. Le froid, ouais. Énergie, ouais, un mythe. Donc on voit, vous voyez qu'il y a plein de champs qui se mélangent dans vos réponses, c'est intéressant. Il y a des réponses plutôt de l'ordre économique, de l'ordre des applications, de l'ordre de la géopolitique, des réponses plutôt de l'ordre de la philosophie ou de l'épistémologie presque, un mythe, un mystère, et puis des réponses très scientifiques, la théorie, l'intrication, l'énergie. Mais on sent de toute façon que ça a l'air compliqué, quoi. On sent que c'est du dur, on n'est pas dans du sujet léger. Ok, alors ma deuxième question maintenant. J'aimerais savoir quel est votre niveau de science. Donc, il faut que vous vous évaluiez vous-même entre 1. Donc, 1, c'est vraiment, vous vous êtes arrêté en 3e peut-être ou en seconde et vous n'avez plus jamais fait de science depuis, vous ne connaissez rien. Et 10, vous vous sentez vraiment au point en science en général pour l'instant. Voilà. Quel est, d'après vous, votre niveau en science? Alors, il n'y a pas la distribution, il n'y a que la moyenne, mais c'est déjà intéressant. Ah, je me demande si je clique là-dessus, est-ce que je vois la distribution? Ah non. Voilà, je vois la moyenne. Vous êtes un public moyen, en fait. Pas moyen au sens médiocre, mais moyen au sens où j'ai l'impression qu'il y a des gens fortiches, des gens pas fortiches, des gens au milieu. Alors, ça ne me dit rien de l'hétérogénéité du public, mais OK, en moyenne, 5,3, d'accord. Donc, on n'est pas sur du public d'experts. Disons qu'en moyenne, il y a des gens qui n'y connaissent rien probablement parmi vous, et c'est à eux que je vais m'adresser en premier. Donc, les experts, vous me pardonnez à l'avance si ça vous semblera peut-être un peu simple par moment. OK, ma question suivante. Alors maintenant, il faut que vous évaluiez entre une échelle entre 1 et 10 votre niveau sur la quantique, d'accord, vos connaissances sur la quantique. Donc 1, vous connaissez rien sauf le mot quantique, en gros. Et 10, vous savez faire les équations, vous maîtrisez et vous avez déjà fait vraiment de la quantique, on va dire, au cœur de la quantique. Ah ouais, là, on est moins bon qu'avant. On était vers 5, là, on est plutôt vers 2 ou 3. D'accord, ça a l'air de se stabiliser. Là, il y a déjà 33 réponses. Et on est vers 3, d'accord.
Donc, a priori, vous reconnaissez ne pas connaître grand-chose à la quantique. Et vous voyez, pour que la moyenne soit à 3, s'il y a quelques experts qui sont à 10, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont à 2 ou à 1 probablement. OK. Alors, question suivante. Qu'est-ce qu'évoque pour vous l'ordinateur quantique? Ça sera ma dernière question du jour. En un ou deux mots, pareil. Si je vous dis ordinateur quantique, ça sonne quoi pour vous? Rapidité, ouais, un ordinateur qui serait rapide. IBM, ouais, on revoit les grands acteurs ressortir. Cryptographie, c'est intéressant. Science-fiction, ça va être une des questions de la journée. Vitesse, révolutionnaire, puissance monstrueuse. HAL, hein, la référence à l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace. Le futur, superpuissance, à nouveau des enjeux industriels, économiques. Temps de calcul amélioré, performance, très rapide, une puissance inégalée. Révolutionnaire, révolution, futur PC, bit quantique, jeux vidéo, point d'interrogation, support de l'information, super ordinateur. C'est intéressant, toutes vos réponses. Ce qu'elles montrent, c'est que vous comparez ça à un ordinateur normal, en gros, et vous vous dites, est-ce que ça va être plus rapide ou pas? Est-ce que ça va permettre de faire des meilleurs jeux vidéo ou pas? Est-ce que ça existe ou pas? On sent qu'il y a l'idée de puissance et l'idée de rapidité qui revient très souvent. Alors, vous allez voir, c'est assez marrant. C'est pas toujours plus rapide, c'est pas toujours plus puissant, mais on va essayer de comprendre justement où est-ce qu'il est plus puissant et plus efficace éventuellement qu'un ordinateur normal. Google, un nouveau réseau qui permet de calculer ce qui n'était pas possible avant. Ah, c'est intéressant ça. Donc, vous voyez, on peut tout de suite se demander, mais après tout, est-ce qu'un ordinateur quantique, ça va juste être un ordinateur normal, mais plus rapide? Ou est-ce que vraiment, il va faire des choses qu'on ne savait pas faire avant? Ou est-ce qu'on est juste sur du gain en termes de puissance de calcul ou d'efficacité ou d'énergie? OK. Eh bien, merci. On s'arrête là avec le sondage. Si, voilà, hop, je referme ça. Donc, je vais essayer de répondre un peu à toutes ces questions-là. Avec ce petit exposé. Donc, ce qu'on vous propose, on a discuté un petit peu avec les organisateurs, c'est qu'en gros, je vais vous faire un exposé en un bloc pour pas trop le couper, parce que quand même, il faut suivre le raisonnement qui va durer, je ne sais pas, 3 quarts d'heure, 50 minutes. Vous n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, et les gens de Nicéphore, eux, vont repérer vos questions et vont ensuite me dire les questions à l'oral à la fin de l'exposé. On se gardera un petit temps quand même à la fin de l'exposé, pour ceux qui sont encore en forme et n'ont pas trop faim, pour répondre aux questions et discuter un peu au-delà. D'accord? Donc, j'essaye de tenir en 3 quarts d'heure, 50 minutes, et puis ensuite, on se garde peut-être un quart d'heure à une demi-heure de temps de discussion pour toutes les questions qui vous passent par la tête ou que je puisse rééclairer des points si ce n'est pas clair. Donc, la quantique, on en entend beaucoup parler. Et on n'entend pas parler seulement d'ordinateur quantique. C'est un truc qui a l'air à la mode en ce moment, la quantique. Dès qu'on va se balader dans la presse, alors évidemment, si on va dans la presse scientifique, on voit la quantique, par exemple, dans La Recherche, le dernier numéro de La Recherche, Univers et physique quantique, avec une couverture qui laisse rêveur. Donc là, les journaux scientifiques, c'est clair. Science et Vie, par exemple, on pense tous quantique. Alors déjà, on sent que c'est bizarre, que c'est curieux, mais pourquoi c'est le cerveau? Est-ce que ce n'est pas un truc de physicien? Est-ce que c'est de la biologie? Et puis alors, ça peut sortir du champ de la physique. Par exemple, une revue d'informatique, Linux, simuler un ordinateur quantique. Et on peut même sortir du champ, alors presque des sciences. Là aussi, on a une revue Kaizen qui, je crois, parle d'écologie, d'environnement, et qui nous dit, que dit la quantique? Nous sommes tous reliés. Donc là, ça commence à être étrange. On est en train de relier ça à l'humain, ou est-ce que quand on dit relier, c'est des communications, ou est-ce que c'est nos cerveaux? Bon. Puis alors là, ça peut partir dans des délires complets. Donc par exemple, la revue Psychologie, avec un article, prendre soin de sa santé grâce aux thérapies quantiques. Donc là, on est dans le champ de la médecine. Alors pour moi, ce n'est pas de la médecine, pour moi, c'est du charlatanisme, mais en gros, c'est réutiliser tout le vocabulaire de la quantique pour le faire aller dans un autre champ qui est celui de la médecine, mais où en fait, on n'utilise pas en réalité la quantique, plutôt des métaphores de la quantique pour faire des médecines douces, on va dire, ou autres. On peut aussi avoir, alors là, c'est le magazine du leadership, perspective d'un avenir quantique. Donc là, on arrive carrément dans le champ du business, dans le champ de l'économie, dans le champ de l'entrepreneuriat. Et alors là, de ce point de vue-là, on en a eu beaucoup, et notamment sur l'ordinateur quantique. Regardez cette couverture de Time, elle date de 2014. Et alors, ça dit en anglais quelque chose du genre, cet objet-là promet de résoudre les problèmes de l'humanité les plus complexes. C'est soutenu par la NASA, Jeff Bezos et le CIA. Chacun d'entre eux coûte 10 millions de dollars et ça marche à, alors là c'est en Fahrenheit, mais ça marche à 2-3 degrés du zéro absolu et personne ne sait comment ça marche, la machine infinie. Et on vous met une petite image d'un processeur quantique. Alors cet ordinateur quantique, on en entend beaucoup parler aussi dans tous les titres. Et il y a toujours un double discours. À la fois, on nous dit c'est formidable et c'est une catastrophe, ça ne marche pas, c'est hyper menaçant. Donc, on ne sait jamais bien croire. Donc là, par exemple, Slate, faut-il croire à l'ordinateur quantique? Et si oui, pour quand? L'observateur, les ordinateurs quantiques vont-ils mettre les hackers au chômage? Alors, quel est le rapport avec les hackers? Aucun État ne veut rater le coche de l'ordinateur quantique. Est-ce que c'est un nouvel Eldorado ou une bulle spéculative? Et alors, tout ça a convergé en 2019 en particulier, parce que juste avant le confinement, en octobre 2019, Google annonce une percée majeure. Là, c'est l'article du Monde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette percée majeure? Il faut aller regarder
la même semaine, le magazine Nature, qui est un des plus grands magazines scientifiques, et qui, en couverture, annonce la suprématie quantique. Et alors, il faut aller ouvrir le magazine et aller voir cet article-là. Donc, c'est un article scientifique, un vrai article, hein, ce n'est pas une annonce de Google, c'est un travail de recherche fait par le laboratoire de Google. C'est un article qui fait 6 pages, avec 63 auteurs, je crois, et qui dit que Google aurait réussi à atteindre la suprématie quantique. Alors, de quoi il s'agit? Alors, il faut aller à l'avant-dernière page de l'article pour comprendre ce dont il s'agit. Il faut zoomer sur cette avant-dernière page. Et alors là, vous y voyez peut-être rien, mais il y a cette courbe illisible pour vous, j'imagine. Cette courbe est en train, en gros, de montrer le résultat d'un calcul mené par cet ordinateur quantique de Google. Et le point clé, il est ici. Alors là, c'est un des points du calcul qui a été mené en 20 cycles, c'est-à-dire à peu près en 3 minutes par l'ordinateur. Donc, ils arrivent à un résultat en 3 minutes. Et ils font le calcul dans l'article que ce calcul, mené en 3 minutes par leur ordinateur, prendrait, regardez, c'est écrit au-dessus, 10 000 ans, 10,000 years, à un ordinateur normal pour faire le même calcul, un bon ordinateur ou un supercalculateur. Et donc, à partir de ce point et de ce point seulement, Google dit on a atteint la suprématie quantique. Ça veut dire quoi, la suprématie quantique? Ça veut dire on a réussi, avec notre machine, à dépasser, et à dépasser franchement, n'importe quel ordinateur sur Terre. On a réussi à faire un calcul avec cette machine qu'aucun ordinateur sur Terre, actuellement, ne serait capable de faire, ou alors il lui faudrait 10 000 ans. D'accord? Donc, ce point-là a beaucoup fait fantasmer. On s'est dit, oh là là, ça y est, Google détient le pouvoir absolu, etc. Et on s'est dit, mais c'est quoi ce calcul? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Et je vais revenir à la fin de mon exposé sur ce calcul pour vous montrer que, en gros, le calcul ne sert à rien, mais que ce n'est pas pour autant que Google baratine. Google a effectivement réussi à mener un calcul qui ne sert à rien, mais qui n'aurait pas pu être fait par un ordinateur normal. Alors, avant d'en arriver là, je vous l'ai dit, il va falloir essayer de comprendre comment ça marche. Donc, l'ordinateur quantique, on va essayer de comprendre comment ça marche, à quoi ça sert, comment ça marche et c'est pour quand. C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Et pour faire ça, il faut commencer par la quantique. Je ne vais pas échapper à vous refaire une petite introduction de physique quantique où je vais choisir dans la physique quantique les ingrédients clés qui me serviront pour vous expliquer l'ordinateur. Un peu comme si je vous faisais un cours sur la voiture, j'irais prendre en thermodynamique ce qu'il me faut pour vous expliquer le moteur à explosion. Donc la quantique, qu'est-ce que c'est? Alors c'est plein de concepts, j'en ai choisi 4. 4 concepts clés à mon avis, qui vont nous permettre de comprendre la machine. Premier concept, c'est ce qu'on appelle le concept de la dualité onde-particule. Mais moi, je n'aime pas l'appeler comme ça, donc je vais l'appeler le concept encore plus chic, de la fonction d'onde et de la mesure. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En physique quantique, n'importe quel objet que vous considérez, alors rappelons quand même, la physique quantique, c'est les lois de la nature à petite échelle. Si vous observez un atome, un électron, une molécule ou bien un photon, un grain de lumière, donc des tout petits objets à l'échelle du nanomètre par exemple, les lois ne sont plus les mêmes que les lois dont on a l'habitude dans notre monde à nous. Les lois deviennent quantiques et donc ça va respecter des nouvelles lois, de nouveaux formalismes, des nouvelles règles du jeu, on va dire. Et parmi ces règles-là, la règle la plus importante, la règle fondamentale, c'est le fait que quand vous regardez un objet quantique, imaginez que mon stylo soit quantique, voilà. Si ce stylo était quantique, il ne se comporterait pas comme un vrai stylo. Il se comporte de façon un peu curieuse, et ce concept de fonction d'onde. Alors, comment il se comporte en réalité? Il faut imaginer que tant que je ne le mesure pas, on expliquera après ce que ça veut dire que mesurer, mais tant que je ne le mesure pas, ce stylo est une sorte d'objet un peu évaporé à plusieurs endroits de l'espace. On appelle ça une fonction d'onde. Alors, si on voulait le représenter à notre échelle, regardez, ça, c'est des petits films qu'on a fait avec des designers. C'est une espèce de machin flottant rouge, là, vous le voyez. Là, on a dessiné une pyramide. Mais regardez bien, c'est important, à chaque fois que la main essaye de se saisir de l'objet, donc essaye de le mesurer, l'objet se réduit soudainement en un point. Et vous voyez, ça devient un petit point. Et donc, il y a cette espèce de truc en 2 temps. Premier temps, l'objet est une onde qui occupe tout l'espace avec des propriétés ondulatoires. Mais deuxième temps, au moment où on le mesure, il se réduit soudainement et ça redevient une particule. Donc, quand on parle de dualité onde-particule, c'est un peu trompeur. Ça ne veut pas dire que c'est en même temps une onde et une particule. Ça veut dire que tant qu'on n'essaye pas de le mesurer, ça se comporte comme si c'était une sorte d'onde, donc une espèce de nuage. Et dès qu'on le mesure, ça se réduit soudainement en un point, et ce point est clairement une particule, qu'on peut saisir, prendre, mesurer, contrôler, etc. etc. Donc vous voyez, c'est déjà très paradoxal, cette idée que c'est 2 choses à la fois, et puis selon qu'on le regarde ou pas, qu'on le mesure ou pas, ça se réduit soudainement. C'est très contre-intuitif, parce qu'on n'a jamais ça dans notre monde à nous. Je ne connais pas d'équivalent dans notre monde à nous. Ça montre d'ailleurs toutes les difficultés de vulgariser la quantique, c'est quand on dit aux gens, ben voilà, c'est un nuage, puis quand je le mesure, choum, ça se réduit en un point. Les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Moi, je n'ai jamais vu un nuage se réduire soudainement en une goutte d'eau. Mais ça serait ça. Ça serait littéralement un nuage, c'est-à-dire plein d'endroits possibles à la fois, qui restent dans le domaine des possibles, et au moment où on le mesure, ça redevient un point. Et ça, ce n'est pas juste un rêve de théoricien un peu fumé du début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. En fait, ça a été vérifié en laboratoire par
des milliers d'expériences très robustes qui montrent toutes que ce comportement existe vraiment, qu'on peut faire subir tout ce qu'on sait faire subir à des ondes à un objet quantique et qui va se comporter comme une onde tant qu'on ne finit pas l'expérience. Mais à la fin de l'expérience, au moment où on le mesure, là, il se réduit et ça redevient une particule. Donc voilà, c'est mon premier concept. J'espère que vous avez tenu le coup sur ce premier concept de dualité onde-particule. Alors, une fois qu'on a ça, les autres concepts s'enchaînent en fait parce qu'ils sont déduits directement de cette idée-là. Alors, en particulier, le deuxième concept, c'est l'idée de la quantification. La quantique porte son nom de quantification. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée? En fait, ce truc-là, vous le connaissez sans le savoir, c'est ce qui se joue dans n'importe quel ou presque n'importe quel instrument de musique. Si vous prenez une guitare ou une clarinette ou un piano, c'est un peu toujours la même chose qui se joue. Quand vous soufflez dans une flûte, par exemple, c'est marrant parce que ça émet toujours la même note. Si je mets tous mes doigts fermés, ça émet toujours un Do, par exemple. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, la flûte, c'est comme une cavité, c'est comme un tube. Et quand on souffle, ça crée une onde acoustique dedans. Et cette onde, en tapant sur les bords du tube, va toujours adopter la même forme. Et quand on ouvre un doigt, elle va soudain changer et adopter une autre forme. Et quand on ouvre un deuxième doigt, une autre forme. Et donc, on a plusieurs notes, Do, Ré, Mi, etc. C'est ce qu'on appelle la quantification. C'est quantifié, c'est discontinu. Les notes n'ont droit qu'à certaines valeurs. On ne peut pas faire n'importe quelle note avec une flûte à bec. On peut faire un Do, un Ré, un Mi, mais pas un Do, 22. Eh bien, en physique quantique, à partir du moment où j'ai dit qu'une particule se comportait comme une onde, la même règle s'applique. Alors, ça va être quoi mon instrument de musique? Par exemple, on peut prendre une boîte. Prenez une boîte, une vraie boîte. Vous mettez une particule quantique dedans. Eh bien, dès qu'elle va sentir les bords de la boîte, cette particule, vu que c'est une onde, elle va s'adapter et elle va faire une note. Alors, ce n'est pas un son que vous allez entendre. En fait, elle va choisir une certaine énergie et adopter une certaine forme. Et puis, elle va faire comme ça, par exemple. Hop, elle va osciller là-dedans. Alors ça, on peut le voir avec une petite vidéo. Regardez, c'est une vidéo qu'on a faite là aussi avec des graphistes. Là, voilà ma boîte. Vous la reconnaissez. J'ai mis que deux bords de la boîte. Puis là, c'est la particule dans la boîte. Vous avez vu, elle forme une vague. Mais de temps en temps, elle peut sauter soudainement et faire une deuxième note, puis une troisième note, puis une quatrième note. Mais elle n'a pas le droit à une forme intermédiaire. Elle n'a pas le droit à faire, je ne sais pas, une bosse, 28. Elle a toujours un nombre entier de bosses. Et en fait, chacune de ces notes correspond à une énergie. Ça serait la plus basse, la note la plus basse, l'énergie la plus basse. Tout est calme. Et puis, excusez-moi, je n'ai pas mis la vidéo. La honte. Pardon, je recommence la vidéo. Merci les amis au chat. Il faut me hurler dessus quand vous ne voyez pas la vidéo. Là, vous la voyez, j'espère. Donc, la note la plus basse. La note suivante, on a la particule dans la boîte. Vous avez vu qu'elle occupe toute la boîte. C'est une onde. Je ne l'ai pas mesurée. Et puis, la note suivante, et puis la note suivante. Et elle va adopter exactement comme une onde dans une clarinette, différentes formes. Au lieu de correspondre à différents sons, différentes notes, ça correspond à différentes énergies. Là, c'est l'énergie la plus basse, tout est calme. C'est le Do. Là, c'est le Ré. Et puis là, c'est le Mi, etc., etc. Donc, vous voyez, ces paliers qu'on rencontre souvent dès qu'on parle de physique quantique, qui sont dus au fait que l'onde ne peut pas faire n'importe quoi quand on la met dans un certain environnement, quand on la confine dans une boîte. Elle va adopter seulement certaines valeurs et certaines énergies. Et après, elle va sauter brutalement de l'une à l'autre. On appelle ça des sauts quantiques. Ça porte bien son nom. Pof, je saute, pof, je saute. Et c'est exactement comme si je passais du Do au Ré sur ma flûte. Et ça, c'est mon deuxième concept. J'espère que vous tenez le coup. Alors, la façon qu'on a nous de le représenter, c'est des niveaux d'énergie, puis on met en face des lettres grecques très chic. Ça, c'est juste la forme de l'onde. L'onde quantique, nous, on l'a caractérisée par la lettre grecque psi, mais bon, on s'en fiche un peu, et puis c'est différentes énergies. Voilà. J'ai fini avec mon deuxième concept. On y est presque. Troisième concept. Alors, ce troisième concept, c'est l'idée de la superposition d'états. Et ça aussi, c'est un truc qu'on connaît bien dans le monde de la musique. Si vous allez écouter un orchestre, c'est assez fascinant. Quand on écoute un orchestre, on entend les violons, on entend la clarinette, on entend la timbale, et on peut les distinguer à l'oreille. Et c'est bizarre, on a plein d'ondes qui nous arrivent en même temps. On pourrait se dire que toutes les ondes se mélangent, font une moyenne et qu'on devrait entendre une note moyenne. Mais l'oreille est capable de distinguer les différents sons. Et si moi, j'étais capable de vous faire « oh » et « ah », en même temps, vous entendriez les deux. C'est le chant diphonique, moi, je ne sais pas faire ça. C'est parce que les ondes se superposent, elles ne se moyennent pas. Quand on met plusieurs ondes ensemble, elles peuvent se superposer. Et bien en quantique, c'est pareil. On peut avoir plusieurs ondes à la fois. Alors ça a une conséquence hyper troublante, c'est la suivante. Vous vous souvenez de mes petits niveaux, c'est mes différentes ondes. On a dit qu'on pouvait être à ce niveau-là ou à celui-là, par exemple. Et bien la quantique vous dit que vous pouvez être aussi sur les deux niveaux à la fois, un peu comme deux notes en même temps. Sauf que là, ce qui est formidable, c'est que c'est le même instrument qui fait les deux notes. C'est une même particule quantique qui est capable d'être dans deux états à la fois. Si vous vous souvenez de ma vague rouge, ça veut dire que ça va être à la fois cette vague-là et puis celle-là. Et la particule quantique ne choisit pas. Ce n'est pas qu'elle va vite de l'une à l'autre, c'est qu'elle est les deux à la fois. Elle n'est pas au milieu entre les deux paliers. Non, elle est vraiment en haut et en bas à la fois. Comme si vous étiez au premier étage et au rez-de-chaussée simultanément. Et ça, tant qu'on ne la mesure pas. Et si on la mesure, elle choisira un des deux étages au hasard, soit le premier, soit le rez-de-chaussée. Donc ça, c'est la superposition d'états. Vous voyez qu'elle porte bien son nom. Je suis superposé dans plusieurs situations ou dans plusieurs états. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors, petite démo visuelle. Je me suis dit que je n'allais pas être que sur du PowerPoint quand même.
Donc nous, comme je vous l'ai dit, on a une équipe de recherche où on travaille beaucoup sur des nouvelles façons de montrer la science au grand public. Donc là, aujourd'hui, je ne peux pas vous en faire des tonnes parce que je suis un peu coincé chez moi et puis vous chez vous. Mais quand même, je vous ai emmené des petits objets rigolos. Alors, j'utilise une deuxième webcam. Ça, c'est une gamme d'objets qui a été conçue avec une designeuse qui s'appelle Lou Vétier et avec qui on s'est amusé à concevoir des petites boîtes pour essayer d'expliquer la physique quantique et l'ordinateur quantique aux gens. Alors, voilà ma première petite boîte. Ça, c'est un atome. Alors, un atome, ça peut être dans deux états d'excitation, ça peut être dans plein d'états d'excitation, mais si on prend le plus simple, un atome d'hydrogène de base, il peut être dans un état pas excité ou excité. Alors là, il n'est pas excité, c'est-à-dire que l'électron, le petit nuage que je vous dessine là, c'est un électron, il occupe une sorte de sphère, tant que je ne le mesure pas, et c'est toute une sphère, on appelle ça un nuage électronique ou une orbitale S. Et puis si on l'excite un petit peu, la sphère, elle grossit brutalement. Et c'est un saut quantique, donc je passe brutalement de l'un à l'autre. Mais ce que je vous ai dit, c'est qu'on pouvait avoir une superposition d'états. Une superposition d'états, ça veut dire que l'électron arrive à être dans les deux états à la fois. Alors là, évidemment, je triche, c'est juste parce que votre œil n'est pas capable de voir et que moi, je tourne vite avec ma manivelle qu'on a l'impression de la superposition d'états. Mais c'est ce qui se passe véritablement dans un atome. On peut à la fois l'exciter et ne pas l'exciter. Et l'électron est à la fois comme ça et comme ça. Donc ça, c'est la superposition d'états. Et vous allez voir que ça va être un point clé ensuite quand on va vouloir parler d'ordinateur quantique. Ok, mon dernier concept, c'est le plus compliqué. Ah oui, avant ça, quand même, un petit point sur le chat de Schrödinger. Oui, allô? Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. En fait, c'est par rapport à avant, en fait, il y a une personne qui souhaitait une précision. Ouais. C'est Vincent D. Il disait, est-ce que ça remet en cause le principe des longueurs d'onde? Et après, il précise également, il y a une infinité de longueurs d'onde possibles dans un environnement clos, non? Alors, ça ne remet pas en cause l'idée de la longueur d'onde. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, la longueur d'onde, c'est la distance entre les deux hauts d'une vague. Si une vague fait comme ça, par exemple, je prends les deux hauts et la distance, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Ça caractérise voilà, ma vague. Alors, c'est exactement pareil en physique quantique, sauf qu'on n'a pas le droit à toutes les longueurs d'onde quand on est dans la boîte. La longueur d'onde, ça serait un peu la note de musique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on a le droit qu'à certaines longueurs d'onde, qu'à certaines énergies. Donc, ça ne remet pas en cause ce concept, mais c'est juste qu'il devient discontinu. Alors, se cache derrière ça le chat de Schrödinger. Alors ça, c'est un truc qui fait fantasmer plein de gens. Pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que ce chat de Schrödinger? Alors, je me permets de faire une petite aparté sur ce chat parce que vous allez voir qu'il va être crucial pour l'ordinateur quantique. Un ordinateur quantique, c'est essayer de faire plein de chats de Schrödinger ensemble. Donc, il va falloir qu'on comprenne ce que c'est que ce chat de Schrödinger. Alors, chat de Schrödinger, au début, c'est une expérience de pensée qu'on doit à Schrödinger, un merveilleux physicien autrichien qu'on voit ici. C'est lui qui a trouvé l'équation fondamentale de la physique quantique. Donc, c'est quand même du bon niveau. Et c'est dans un dialogue avec Einstein, une correspondance avec Einstein qui discutait des fondements de la physique quantique et il se disait, mais quand même, il y a des trucs bizarres en physique quantique. Et notamment, la physique quantique, elle a l'air de dire des choses à petite échelle qui ne sont pas vraies dans notre monde à nous. Et il a voulu pour ça proposer un paradoxe, une expérience de pensée, un truc qu'on ne va pas faire pour de vrai, mais pour se rendre compte de où est le problème. Pourquoi est-ce que le monde quantique n'est pas comme le nôtre? Et pour ça, il a proposé cette idée-là. Il a dit, vous prenez un gentil petit chat et vous le mettez dans une boîte. Déjà, ce n'est pas très sympa. Une bonne boîte bien étanche, bien fermée. Et puis, vous mettez dedans une fiole de poison. Donc, on sent que ça va dégénérer. Et cette fiole de poison, vous allez faire un truc un peu vicieux. Vous allez fabriquer un système dans lequel vous allez pouvoir mettre un atome, par exemple. Alors, on va mettre un atome ici à côté de la fiole de poison. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien. Et là, on fabrique une petite machine qui va regarder, qui va mesurer l'état de l'atome. Et ça, on sait très bien faire ça en laboratoire. Elle va regarder si l'atome est excité ou pas excité. Okay? Est-ce qu'il est sur le premier palier ou le deuxième palier? S'il est sur le premier palier, pas excité, rien ne se passe. On ne touche pas au poison et le chat est vivant et vit sa vie et tout se passe bien. Si par contre, la machine détecte que l'atome est excité dans son état numéro 2, alors là, elle casse la fiole de poison. Elle déclenche un petit marteau qui tape sur la fiole de poison, qui ouvre le poison se répand dans la pièce et le chat meurt. Et ce que dit Schrödinger, c'est OK, cette expérience-là, elle est imaginable en pensée. Si on la réalise vraiment, mais qu'est-ce qui va se passer? Si on dit que l'atome peut être dans deux états à la fois, qui peut être superposé, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de superposer en quelque sorte les deux expériences? Vous voyez, est-ce que le chat est à la fois vivant et mort si l'atome peut être à la fois dans un état 1 et un état 2? À quel moment voilà. Et donc, ce qu'il disait, c'est évidemment, le chat ne va pas être mort et vivant à la fois. Schrödinger ne croyait pas une seconde à ça. Il disait juste, à un moment donné, il faut bien que ça s'arrête, ce truc. Si à gauche, on a un atome dans deux états à la fois et à droite, un chat, à quel moment donné, la superposition s'arrête? Alors là, il y avait plein de fantasmes. Il y avait des gens qui disaient, mais c'est quand on ouvre la boîte, c'est quand l'observateur regarde, c'est un rôle de la conscience, etc., etc. Alors non, en fait, c'est quelque chose qu'on a assez bien compris ces dernières années. Et pour le comprendre, en fait, il faut aller zoomer sur ce qui se passe au moment où on connecte la petite machine à l'atome. Si vous zoomez sur ce qui se passe à ce moment-là, alors je zoome, donc c'est un zoom tout pourri sur PowerPoint, donc je zoome sur mon espèce de machine imaginaire. À partir du moment où vous utilisez une machine qui mesure, il faut qu'elle soit grosse, parce qu'elle va ensuite taper sur un marteau. Donc la machine est ce qu'on appelle macroscopique. Elle doit nécessairement être constituée de milliers ou de millions ou de milliards d'atomes. Et c'est ça le point clé.
vous avez votre atome individuel tout seul, mais qui en fait est face à beaucoup d'atomes dans la machine. Okay, et donc, pour que la machine mesure l'atome, elle va devoir se coupler à l'atome. Hein, donc, on peut faire ça par des petits traits. Ça veut dire que tous les atomes de la machine essayent de se coupler à l'atome superposé. Et au moment où ça a lieu, en fait, c'est ce qu'on appelle une intrication géante, en gros une superposition d'états énorme. Ça va, en quelque sorte, épuiser l'atome. Ça va le mettre à plat, il va être incapable de maintenir sa superposition. Si on fait interagir un atome superposé avec plein d'autres atomes, il arrête d'être superposé et il choisit un des deux états au hasard. Et donc, la superposition s'arrête au moment où cet objet quantique, cet atome, va être mis en contact avec l'outil de mesure, avec un gros objet. Donc, bien avant qu'on soit au niveau du chat. Donc, en fait, si je fais un zoom arrière, mon chat, il est dès le début soit mort, soit vivant. À aucun moment donné, il peut être les deux à la fois, parce que dès que l'atome a été connecté à la machine, il a dû choisir un des deux états. Alors, cet effet-là, c'est un effet qui s'appelle la décohérence. Donc, la décohérence, c'est l'idée qu'un atome dans un état superposé, c'est fragile. Et dès qu'on va le mettre en contact avec plein de particules, alors soit avec un instrument de mesure, soit avec, je sais pas, plein de lumière, ou plein de chaleur, ou plein de vibrations, il arrête d'être superposé. Il devient soit 1, soit 2. Voilà, donc souvenez-vous de ce mot décohérence, il va être clé pour notre ordinateur parce qu'en gros, je vous le dis à l'avance, hein, voilà, c'est le spoiler, notre ordinateur va vouloir utiliser ces objets superposés, et dès qu'il y aura la décohérence, tout va s'arrêter. Et donc, il faut que l'ordinateur arrive à calculer plus vite que ce temps de décohérence. Et on va essayer de voir comment tout à l'heure. Donc, c'était mon avant-dernier concept. Et le dernier concept, donc on a fait, souvenez-vous, la dualité entre particules, la quantification, la superposition d'états. Et on arrive au dernier concept qui est l'intrication. Alors, c'est le plus compliqué, c'est celui sur lequel je passerai le moins de temps parce qu'il n'est pas crucial pour tout comprendre. Mais en gros, c'est l'idée que, pour l'instant, on a regardé une particule quantique qui pouvait être dans deux états, par exemple rouge ou bleu, ou 1 ou 2. Mais si on en regarde deux, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on en regarde deux, il peut se passer un truc très étonnant. Voilà, j'en prends deux, là, comme ça. C'est si on les mélange un petit peu au début, si on les fait se toucher l'une à l'autre de façon un peu délicate, c'est ce que je fais là, un peu visuellement, eh bien, elles vont en gros partager leur état. Elles vont créer une sorte de fonction d'onde commune. Le nuage de chacune va se mélanger au nuage de l'autre. Et ça, c'est une conséquence absolument étonnante, c'est qu'elles sont maintenant intriquées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont intriquées? Ça ne veut pas dire qu'elles sont l'une au-dessus de l'autre, c'est-à-dire que maintenant, voilà, elles partagent leurs propriétés. Et c'est une conséquence absolument fascinante, c'est que si on les sépare, j'en emmène une à gauche et puis l'autre à droite, et quand je dis qu'on les sépare, on peut faire ça sur des milliers de kilomètres. D'accord? Donc j'en envoie une dans une ville au nord de la Chine et l'autre au sud de la Chine, parce que ça a été fait en Chine avec un satellite il y a peu de temps, donc je ne choisis pas ça par erreur. Mais donc je sépare ces particules, si je les fais délicatement, elles continuent à partager les propriétés. Et ça, c'est une conséquence assez étonnante, c'est que si je mesure celle qui est à gauche, elle va être soit rouge, soit bleue. Imaginons par exemple qu'elle soit rouge. Eh bien, à ce moment-là, mon collègue qui est à l'autre bout, à 1000 km plus loin, quand il mesure sa particule, il va trouver qu'elle est bleue. Et si à l'envers, je mesure que la mienne est bleue, il va trouver que la sienne est rouge. Mais elles n'ont pas choisi au début, ce n'était pas au début qu'il y en avait une bleue et l'autre rouge. Elles étaient toutes les deux à la fois bleues et rouges. Et c'est seulement au moment où on les mesure de part et d'autre que l'une choisit d'être bleue et que l'autre choisit d'être rouge à ce moment-là, en corrélation avec la première. Donc voilà, ça fait exploser la tête en général quand on y réfléchit, tellement c'est incroyable. Mais il se trouve que ça a été vérifié, par exemple, entre deux îles aux Canaries, ou avec un satellite dans l'espace qui a envoyé des photons intriqués à deux villes de Chine à 2000 km de distance. Donc ce truc marche et il est stupéfiant. J'ai fini avec mes concepts de base. Là, petite pause, on souffle. On a 4 concepts et avec ces 4 concepts, on va pouvoir fabriquer une machine incroyable qui est l'ordinateur quantique. Voilà, donc maintenant, on en arrive à la machine. Alors, le principe de la machine, pourquoi est-ce qu'elle est puissante? Alors, avant de vous expliquer comment elle marche et tout, je veux juste vous montrer pourquoi elle est puissante. Et ça, on peut le comprendre à nouveau avec mes petites boîtes. Alors, comment ça marche un ordinateur quantique? Vous vous souvenez de mon atome qui peut être dans 2 états, excité, pas excité, et en superposition? Après tout, on va décider arbitrairement que l'état pas excité, lui, c'est 0, et que l'état excité, c'est 1. D'accord? Donc, je remplace ma machine par sa représentation symbolique. C'est soit des 1, soit des 0. 1, 0, 0, 1. Donc, dans mon ordinateur quantique, je peux faire des superpositions de 0 et de 1. Pour ça, il suffit par exemple que j'utilise un atome à la fois pas excité et excité. Donc, pour l'instant, je n'ai rien fait de génial. Alors, pourquoi cet objet est intéressant? Alors là, tel quel, tout seul, il n'est pas très intéressant. Ça commence à être intéressant si on en met plusieurs ensemble. Si par exemple, j'en mets 3. Alors, si j'ai 3 0 et 1, il y a plein de combinaisons possibles. Voilà, je vous les voyais toutes là. Ça peut être 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors, si vous comptez, il y en a 8 possibles. Donc, on est passé d'une situation où on en avait 2 possibles à une situation où on en a 8 possibles.
Et pourtant, on n'est passé que de 1 bit à 3 bits. Donc en fait, pourquoi? C'est parce qu'à chaque fois qu'on rajoute 1 0, eh ben, on augmente d'un facteur 2 le nombre de possibilités. Si là, j'en mettais 4, je passerai à 16. Si j'en mettais 5, je passerai à 32, 64, 128, 256. Et donc, à chaque fois qu'on met 1, 0 et 1 en plus, vu que maintenant, c'est des combinaisons des 3 qui s'effectuent, eh ben, on gagne en puissance. Alors, dit de façon un petit peu plus concrète, avec 2 bits quantiques, donc 2, 0 et 1, on a 2 informations, mais avec 2 bits, avec 2 bits normaux, mais avec 2 bits quantiques, on en aurait 4. Oubliez mes notations, mais c'est ce que je vous expliquais. Avec 3, si c'était 3, 0 et 1 normaux, j'ai que 3 informations, mais avec 3 bits quantiques, j'en ai 8. Vous voyez, j'en ai 8 parce que moi, j'ai toutes les combinaisons en même temps. Vu que je peux superposer tous les états, mon objet quantique, c'est ça, regardez bien. Donc, c'est les 8 combinaisons simultanément, en quelque sorte, en même temps, si j'arrive à faire une superposition d'états. Donc, si j'arrive à faire une superposition d'états, avec 3 qubits, j'ai 8 informations, etc., etc. Alors, je ne vais pas vous le faire en intégrale. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'à chaque fois que vous ajoutez un qubit, cette espèce de 0 et 1 artificiel que vous avez fabriqué avec la physique quantique, eh bien, vous doublez le nombre d'informations de votre ordinateur. Alors ça va vite, parce que les mathématiciens sauront parmi vous que ça va varier en 2 puissance n. Alors pour ceux qui ne sont pas mathématiques, si on fait le calcul, si vous arrivez à en mettre 70, pas 3 mais 70, vous pouvez potentiellement coder là-dedans 1 zétabyte d'informations, 2 puissance 70 bytes. Alors ça correspond en gros à tout ce qu'a l'humanité actuellement comme information. Donc ça montre tout de suite la puissance incroyable de cet objet. Si on est capable de superposer toutes les combinaisons possibles de 0 et de 1, eh bien, quand on en met une cinquantaine, on a accès potentiellement à une quantité d'informations absolument incroyable. Alors, dit comme ça semble absolument merveilleux. Le problème, c'est qu'il va falloir les manipuler, ces informations. Il va falloir les lire, il va falloir les utiliser. Pour l'instant, c'est juste une bouillie d'informations. Pour l'instant, c'est ce machin qui ne me sert à rien, qui est juste toutes les combinaisons en même temps. Donc, les défis pour un ordinateur quantique, si je veux vraiment faire une machine qui utilise ça, d'abord, c'est les fabriquer, ces machins-là. Moi, je vous les fais avec des petites manivelles, c'est facile. Est-ce qu'on est capable de les fabriquer vraiment? Est-ce que si on les fabrique, il faut utiliser des atomes ou autre chose? Première question. Ensuite, il va falloir tous les superposer, donc les intriquer et les mettre dans une superposition d'état. Et puis, il faut que ça reste en vie. Vous vous souvenez, dès que je vais essayer de le mesurer, dès que je vais essayer de le toucher, voilà ce qui va se passer. Regardez bien. Dès que je le mesure, ça s'arrête. Et ça choisit une des combinaisons au hasard. Si je le laisse tranquille, ça fait ça. Mais si je le mesure, ça s'arrête. Et donc, il va falloir pouvoir mener un calcul sans que ça s'arrête. Donc, les garder en vie le plus longtemps possible et lutter contre cette décohérence. Il va falloir arriver à faire des portes logiques comme dans un ordinateur normal pour faire des calculs. Et puis, il va falloir arriver à écrire un programme. Parce que là, ce n'est pas un programme qu'on va coder avec, je ne sais pas, du Fortran ou du Python. Il va falloir inventer un langage de programme qui utilise les lois de la quantique pour essayer de décoder ce truc-là. Donc, on en arrive à tous les problèmes pratiques. Alors, avant d'aborder ces problèmes pratiques et de rentrer vraiment sous le capot, on aimerait rêver un petit peu et se dire, allez, imaginons qu'on soit arrivé à faire tout ça. Rêvons un peu. On imagine qu'on a un ordinateur quantique là, dans la pièce, et qui marche. À quoi ça sert et qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire que je ne pourrais pas faire avant, mais qui servent à quelque chose? Alors là, vous allez voir, il y a beaucoup d'applications possibles. Donc là, c'est le moment où je vais vous faire rêver, puis après, je vous ramènerai aux réalités. Alors, premier type d'application, il y a 2 types d'applications. Il y en a 2. Premier type d'application, ça va être de résoudre certains algorithmes plus vite. Alors, quand on dit ça, ça ne laisse pas rêveur, mais vous allez voir que quand même, ça permet de faire plein de choses. Il y a certains types d'algorithmes qui sont un enfer pour les ordinateurs normaux. C'est tous les algorithmes dont le temps de calcul croît exponentiellement. Alors, je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez. Alors, plutôt celui-là. Voilà, le problème du voyageur. Vous devez faire un voyage, on n'est plus en temps de confinement, vous pouvez vous balader partout en Europe et vous aimeriez passer par 15 capitales parce que vous voulez faire un très beau tour de l'Europe, ou 15 villes en France, mais vous voulez utiliser le moins de trajets possible parce que vous êtes soucieux de votre empreinte environnementale. Quel est le trajet optimum? C'est un truc qui semble très simple. On va prendre Google Maps, puis on va essayer, puis on va comparer. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles si on a 15 villes. Et bien 15 villes, justement, c'est le mieux que sache faire le meilleur ordinateur au monde actuellement. Vous prenez l'ordinateur le plus puissant au monde, vous essayez de lui faire calculer votre trajet en Europe, il va être capable de le calculer pour 15 villes, pour 16 villes, il n'y arrive plus. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on rajoute une ville, on multiplie par 2 le temps de calcul. Vous voyez, ça commence à ressembler à l'ordinateur quantique. Si vous aviez un ordinateur quantique, on a pu montrer qu'on pourrait calculer le trajet bien plus facilement parce qu'on étudie tous les trajets à la fois. En fait, chaque combinaison de 0 et de 1, c'est un trajet. Là, c'est un truc à 3 villes, mais je pourrais le faire à 15 villes. Et on va être capable de sonder tous les trajets en même temps et de voir quel est le meilleur. Donc, voilà un exemple d'algorithme qui peut servir. Alors, vous allez me répondre, mais ça ne sert absolument à rien. On ne va jamais aller se balader en Europe et se prendre la tête à faire ce calcul. Alors, c'est vrai et ce n'est pas vrai, en fait. Ça, c'est des problèmes vraiment qu'il y a dans le monde du fret, dans le monde de la logistique, cette question de l'optimisation du transport de marchandises.
Et puis, ça existe aussi, je crois, alors c'est ce que m'ont dit des gens qui sont du domaine, dans le design de nano-objets, par exemple un microprocesseur où il y a plein de circuits électriques possibles, il faut pouvoir optimiser les trajets et peut se poser dans ce genre de problème la question du problème du voyageur. Alors, autre exemple d'intérêt de l'ordinateur quantique, le big data. Cherchez notamment, je vous le montrerai après, dans une base de données. Imaginez que je cherche mon nom dans une liste de noms. Actuellement, on n'a pas beaucoup de méthodes, on va juste regarder les noms un par un jusqu'à trouver le mien. Avec un ordinateur quantique, on peut trier bien plus vite dans du big data. Donc, le big data pourrait être bouleversé par l'ordinateur quantique. Et puis, il y a d'autres domaines, alors plus inattendus. Par exemple, Boeing a investi beaucoup dans l'ordinateur quantique. Alors, pourquoi Boeing? L'avion ne va pas devenir quantique, je vous rassure, mais il se trouve que Boeing, évidemment, et Airbus ont affaire avec la mécanique des fluides. Comment l'air s'écoule autour des ailes d'un avion. Et c'est ça qu'il faut optimiser. Et la mécanique des fluides, que ce soit les ailes d'un avion, que ce soit un océan, que ce soit une vague dans la mer, ça a toujours affaire avec une même équation en physique qui s'appelle l'équation de Navier-Stokes et qu'on ne sait pas résoudre. On sait faire des approximations, on sait la simuler un peu, mais on est très mauvais avec Navier-Stokes. Il se trouve qu'un ordinateur quantique permettrait de simuler bien plus efficacement cette équation et donc permettrait d'obtenir des bien meilleures simulations dès que vous utilisez des fluides, de l'air, de l'océan, de l'atmosphère ou l'air qui s'écoule autour d'un avion. Autre application, l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle utilise des systèmes de réseaux de neurones, vous le savez, pour optimiser des calculs combinatoires, mais il se trouve que certaines optimisations se feraient très bien avec un ordinateur quantique. Donc, on ne changerait pas vraiment les algorithmes, mais on les améliorerait, on les rendrait plus puissants, et ça permettrait aussi d'économiser beaucoup de temps de calcul, pareil pour le big data, et d'économiser aussi de l'énergie au passage. Alors, il y a aussi plein d'applications dans la finance. Alors ça, moi, j'y comprends rien personnellement, mais ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a certaines équations de modèles, notamment liées à l'optimisation des actifs ou à des cours de bourse spécifiques, qui en fait ont exactement la même tête que des équations de physique quantique, voilà, par hasard. Et donc, vu que l'ordinateur quantique est très bon pour simuler la physique quantique, il va être très bon pour simuler certains mécanismes de bourse et mécanismes financiers. Donc, il y a des banques qui s'intéressent beaucoup à ça. Alors moi, pour être honnête, le type d'application qui m'amuse le plus, c'est le deuxième type d'application. Donc, premier type, faire des algorithmes de façon plus puissante. Deuxième type, simuler la quantique. Alors vous allez me dire, mais c'est parce que vous êtes physicien que vous, ça vous amuse. Cette idée, elle est très profonde. Je veux que vous compreniez cette idée parce que pour moi, c'est une idée clé. C'est l'idée qu'un ordinateur quantique est bien fichu pour calculer de la quantique. Quand je vous le dis comme ça peut sembler complètement stupide, mais réfléchissons un petit peu plus. Alors ça, c'est une idée qu'on doit à Richard Feynman, qui est un des grands physiciens du domaine, qui est mort maintenant. Et Richard Feynman, dans les années 80, avait vraiment une prémonition incroyable. Il avait dit, alors je vous le traduis, il avait dit « la nature n'est pas classique ». Évidemment, lui, il parlait de la nature à petite échelle. Et il savait bien quelle était la quantique, puisqu'il est prix Nobel de physique quantique. La nature n'est pas classique, bon Dieu. Et si vous voulez simuler la nature, vous avez intérêt à le faire avec de la mécanique quantique. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, les lois de la nature à petite échelle sont quantiques. Donc, si on veut simuler la nature à petite échelle, il faut utiliser la physique quantique. Ça semble naturel. Problème, si vous essayez de simuler la physique quantique avec un ordinateur, de façon exacte, avec des simulations, avec des calculs, c'est l'enfer. C'est l'enfer justement parce qu'il y a trop d'états possibles. Alors, très concrètement, on ne sait pas calculer, ou on est très mauvais. Je vous donne un exemple, c'est des mains. Vous prenez une molécule avec deux atomes, pas beaucoup, deux. Un calcium, un fluor, le CAF. Eh bien, vous essayez juste avec votre ordinateur de mettre les équations de la quantique pour calculer la distance entre les deux atomes dans la molécule. Ça ne doit pas être sorcier. Alors, les meilleurs calculs prévoient 4 angstroms, 0,4 nanomètres. Okay. Maintenant, vous allez dans un labo et vous mesurez et vous trouvez 2 angstroms. C'est une catastrophe. Alors après, dans d'autres cas, on est meilleur, on sait simuler certains cas, mais à chaque fois, on doit faire des moyennes et des approximations énormes parce qu'on a beaucoup de mal à faire un calcul exact en physique quantique avec un ordinateur normal. Il n'est pas câblé pour ça. Il faudrait le câbler avec la physique quantique. Si vous aviez un ordinateur quantique, vous pourriez calculer la distance entre les deux atomes sans problème. Et ça ne sert à rien. Il suffit d'aller la mesurer et voilà, on s'en fiche. Mais il y a des cas où ça sert. Et il y a des cas où ça sert énormément. Et je vais vous donner un exemple, c'est les réactions chimiques. Il y a certaines réactions chimiques qu'on ne sait pas faire. On sait qu'elles existent, on sait qu'elles sont possibles, mais on n'a pas trouvé comment. Excusez-moi. Et un très bel exemple, je trouve, c'est la nitrogénase. Alors, on aimerait trouver une réaction qui transforme l'azote en ammoniac. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et il y en a qu'on connaît, et je vous expliquerai après lesquels. Mais il se trouve que la nature sait faire ça très bien avec une protéine qui s'appelle la nitrogénase. La nitrogénase, c'est convertir l'azote en ammoniac. Et elle fait ça formidablement bien à la température à 20 degrés, on va dire. Manque de chance, on ne comprend pas comment ça marche. On ne comprend pas le mécanisme chimique qui permet à la nitrogénase de convertir l'azote en ammoniac. Alors là, vous pouvez me dire, ok, mais à quoi ça sert ce truc-là? Alors il se trouve que c'est ce qui permet de faire tous les engrais azotés dans le monde. Pour faire de l'engrais azoté, et je ne suis pas en train de juger que c'est bien ou pas l'engrais, je dis juste que ça nourrit en gros la moitié de la population mondiale, donc on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, on doit utiliser des usines abominables parce qu'il faut faire cette réaction chimique. Alors cette horreur-là, regardez même pas le détail, mais il y a à un moment donné un bidon là-dedans
qui est à 500 degrés. C'est un catalyseur. La seule manière qu'on sache de transformer de l'azote en ammoniac actuellement, c'est à un moment donné dans le processus chimique de chauffer à 500 degrés. Vous allez dire, bon, et alors? Et alors, ce truc-là coûte tout seul quelques pourcents de la facture énergétique mondiale. Et ça émane tout seul quelques pourcents de notre CO2 dans l'atmosphère. C'est gigantesque. Les usines à engrais azotés sont une catastrophe environnementale. Mais on ne sait pas faire autrement. Si on était capable d'avoir un ordinateur quantique qui nous permette de simuler ce que fait la nitrogénase, on pourrait décoder, décrypter en quelque sorte comment elle s'y prend, elle, pour transformer l'azote en ammoniac. Et le rêve, ça serait ensuite d'aller faire une usine qui marche comme ça et où il n'y a pas besoin de chauffer parce qu'elle, elle marche à 20 degrés Celsius. Donc, vous voyez, l'idée, c'est simuler des processus qui existent pour les comprendre, pour les décrypter en quelque sorte et les utiliser et transformer, par exemple, l'industrie des engrais. Alors ça permettrait aussi, par exemple, d'inventer des nouveaux médicaments. Alors éventuellement de mieux comprendre des protéines, mais surtout d'inventer des nouvelles molécules. Alors comment on fait actuellement pour inventer un nouveau médicament? On réfléchit entre chimistes, physiciens, biologistes et puis évidemment médecins. On imagine des molécules et puis on essaye en chimie avec toutes les astuces de chimie possibles de la concevoir en laboratoire, de la synthétiser, puis ensuite de la tester, etc., etc. Si on avait un ordinateur quantique, on pourrait lui dire, mais simule la molécule et dis-nous comment elle marche. Dis-nous quelles sont ses propriétés. Et si on voit qu'elle marche, on l'a fait en labo. Mais tant qu'on voit qu'elle ne marche pas, on ne le fait pas. Là, actuellement, on ne peut pas faire ça. Il faut essayer. Et ça prend des mois ou des années. Donc, on gagnerait un temps incroyable dans le process d'innovation pour créer des nouvelles molécules. Alors ça, c'est vrai pour les médicaments, c'est vrai pour la chimie, c'est aussi vrai pour les nouveaux matériaux. Comment on fait actuellement pour simuler, par exemple, une batterie? On ne sait pas la simuler, donc on essaye. On va mettre du lithium, on va faire des astuces d'oxydoréduction, on va empiler des couches, on va tester entre la chimie, la physico-chimie et la physique pour espérer améliorer les batteries. Si j'avais un ordinateur quantique, moi, je testerais plein de composés à base de lithium, à base de sodium, à base de potassium, que je simulerais, et ensuite, je repérerais celui qui marche bien, et c'est celui-là que j'irai optimiser en laboratoire. Vous voyez, cette idée de pouvoir simuler avant. Ce qu'on connaît bien dans le monde de l'ingénierie, mais dans le monde de la physico-chimie, on est incapable de faire, ou très difficilement. Un autre cas, c'est par exemple les cellules photovoltaïques. Simuler leur composition jusqu'à trouver la cellule idéale et améliorer le rendement des cellules photovoltaïques d'un facteur 2, c'est ça le rêve. Ou encore les supraconducteurs, ça c'est des matériaux qui conduisent parfaitement le courant, mais qui ne marchent qu'à très basse température. Moi-même, j'ai passé 20 ans de ma vie à les étudier. Eh bien, on aimerait bien pouvoir en inventer qui marchent à la température de la pièce, à la pression de la pièce. Et ça, on en est incapable pour l'instant. Si j'avais un ordinateur quantique, le premier truc que je ferais dedans, c'est rentrer plein de compositions possibles dont j'ai l'idée de supraconducteurs, et puis que l'ordinateur me dise celui-là il marche pas, celui-là il marche pas, jusqu'à trouver celui qui marche à la plus haute température, et à ce moment-là seulement, aller le fabriquer en labo. Donc voilà, il y a cette idée de simulation quantique que je pense très riche et potentiellement énorme en termes d'application, bien plus importante que celle des algorithmes, même si elle est déjà considérable. Donc voilà, ça c'était sur les applications, il y en a probablement bien d'autres, mais vous voyez que j'ai déjà scanné énormément de champs de l'industrie. Et là, on se dit, waouh, on le veut l'ordinateur quantique, quoi. Pour quand il va marcher, là, celui de Google, arrêtons de lui faire calculer des trucs qui servent à rien, faisons-le calculer la nitrogénase. Allons-y, quoi. Et alors, c'est maintenant qu'arrivent les problèmes. Donc, comment ça marche, cette bête-là? Alors, le hardware, ce n'est pas du hardware d'ordinateur normal. Donc là, le mieux, c'est que je vous montre la tête d'un ordinateur quantique. Je vais le mettre en PowerPoint solo pour que vous le voyez vraiment en pleine tête. Alors, le voilà, l'ordinateur quantique. C'est cette machine-là. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, je me mets à côté. Ce n'est pas un ordinateur, en fait, c'est un labo. Regardez, là, c'est l'espèce de machin doré et ils sont en train de mettre autour un cylindre pour l'isoler. Regardez, ils vont mettre du papier alu, c'est une super isolation, et ils mettent des carlingues et ils referment. Alors, pourquoi ils l'isolent? C'est parce qu'il va falloir le refroidir très près du zéro absolu. Mais avant qu'il soit refroidi, regardez bien sa tête, ce n'est pas du tout un ordinateur, c'est de la tuyauterie. Alors, pourquoi la tuyauterie? En fait, toute cette tuyauterie, elle sert à deux choses. Elle sert à refroidir. Il faut une plomberie hyper sophistiquée pour refroidir près du zéro absolu, à base d'hélium liquide notamment. Et elle sert à emmener plein de circuits électriques pour aller sur le microprocesseur lui-même. Et on va voir après la tête du microprocesseur lui-même. La brique élémentaire, je vous l'ai dit, c'est ça. C'est un système qui puisse être dans deux états à la fois un 0 et un 1, et qu'on puisse l'utiliser comme ça, nous. Donc, il vous faut un système qui fasse à la fois un 0 et un 1. Alors là, il y a plein de candidats, et il y a plein d'industries et de laboratoires qui travaillent sur différents candidats, qui sont en compétition. Et on n'a pas du tout stabilisé quel est le bon choix. Il y a plusieurs choix en compétition, donc je vais vous en citer les plus connus, on va dire. On va dire qu'il y en a peut-être une petite dizaine, moi je vais vous en citer 2 ou 3. Alors, un qui marche assez bien et qui est assez simple à comprendre, c'est un atome justement dans deux états. Alors, en fait, un atome, ce n'est pas pratique. L'idéal, c'est d'avoir un ion, c'est-à-dire c'est un atome dont on a arraché un électron, parce qu'une fois que c'est un ion, on peut mettre des champs électriques pour le faire flotter dans l'air. Et donc, on le fait flotter dans le vide, comme ça, littéralement, flotter, et on est capable de l'exciter ou de ne pas l'exciter. Donc, c'est ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, et donc ça fait un atome à la fois excité, pas excité. D'accord? Ça, c'est une première solution. On appelle ça les ions piégés, parce qu'on a piégé l'ion dans l'air, en lévitation, avant de le manipuler. Premier candidat. Ça a cette tête-là, l'expérience.
Deuxième candidat, un supraconducteur. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les supraconducteurs, c'est des matériaux qui conduisent parfaitement le courant. Il se trouve qu'un supraconducteur, en fait, c'est une onde d'électrons quantiques géante. Dans un métal, les électrons circulent et font du courant. Dans un supraconducteur, ils se mettent tous ensemble pour former une sorte de fonction d'onde géante qui, elle aussi, va faire circuler le courant de façon parfaite. Et vu que c'est une onde quantique géante, elle peut être superposée. Alors là, ce que je vous ai dessiné, c'est une espèce de petit carré, là, que vous voyez. C'est un circuit supraconducteur dans lequel on a réussi à faire circuler les électrons. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de mettre une tension électrique. Mais dans celui-là, il est un peu astucieux, on appelle ça un squid. On a réussi, tenez-vous bien, à faire circuler les électrons, une espèce de vague d'électrons, imaginez-le comme un grand, de l'eau qui circule, quoi, à le faire circuler à la fois dans un sens et dans l'autre. On peut avoir une superposition, alors là, ce n'est plus une superposition d'atomes, c'est une superposition de courant électrique. C'est qu'on a, alors je ne sais pas le faire avec mes doigts, non, j'arrive pas à le faire. Un courant électrique fait à la fois comme ça et comme ça. Et ce n'est pas les électrons, certains électrons font ça et d'autres électrons font ça. Non, non, c'est les mêmes électrons, tous à la fois, qui font à la fois un mouvement comme ça et un mouvement comme ça. Et donc là, on va juste dire, si c'est comme ça, on dit que c'est 0, si c'est comme ça, on dit que c'est 1. Donc là, on a un circuit électronique qui va simuler l'objet quantique et faire du 0 et du 1. Alors la tête que ça, pour les amis du monde de l'électricité, c'est une petite capacité avec une jonction supra-isolant supra, et ça fait à nouveau des niveaux d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est le candidat numéro 2. Alors la tête de l'expérience, c'est celle que je vous ai montrée juste avant. C'est ça qui est utilisé notamment par IBM et Google actuellement. En fait, ce n'est pas un ordinateur. Tout à l'heure, Rodolphe avait bien raison en disant on n'en aura pas un sur nos bureaux. C'est un cryostat à 1 ou 2 degrés du zéro absolu dans une grosse machine compliquée techniquement, donc qui n'existe qu'à certains endroits dans le monde. Il y a d'autres solutions. Alors, on peut mentionner notamment des gens qui travaillent, alors notamment au CEA, sur des composants au silicium. Et là, l'idée, c'est d'utiliser tout ce qu'on sait faire sur le silicium et sur les microprocesseurs. Et cette fois-ci, on va coder le 0 et le 1 dans le spin d'un électron. Un électron, ça porte un petit aimant, on appelle ça un spin, qui peut être soit nord-sud, soit sud-nord. Eh bien, on sait le mettre à la fois nord-sud et sud-nord. Et ça va être ça, le 0 et le 1. Ça va être le sens de l'aimant. Donc, vous voyez, dans certains cas, c'est l'excitation. Là, ça va être le sens de l'aimant. Il y a aussi des gens qui travaillent sur la lumière. Et là, cette fois-ci, c'est un grain de lumière, un photon, un grain individuel qui va porter les deux états. Et là, c'est le sens dans lequel est ce photon. On appelle ça sa polarisation, le sens de son champ électrique, on va dire. Et puis, il y a encore d'autres solutions plus exotiques. Il y en a dans le diamant, il y en a dans les fermions de Majorana. Bon, je ne vais pas détailler toutes les technologies, mais croyez-moi sur parole, il y a plein de solutions concurrentes, quoi. Donc, le hardware, il y a plusieurs solutions. On n'en a pas choisi une plutôt que les autres. On les explore toutes en parallèle et vous n'en aurez pas un chez vous, pour le dire vite. Mais ce n'est pas très grave. Parce qu'avec le cloud et avec évidemment tout ce qu'on sait faire actuellement, si on en a quelques-uns dans le monde qui marchent bien, on va les utiliser pour les bons calculs. On n'a pas besoin de le démultiplier. On n'est pas dans la problématique de l'ordinateur individuel ici. On est plutôt dans la problématique de certains nœuds avec des ordinateurs puissants qui peuvent résoudre certains problèmes à verrou spécifiques. Le software maintenant. Alors, on s'est fait le hardware. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Là, à 11h30, vous devez commencer à avoir faim. Allez, on en a pour encore un petit quart d'heure, on va dire, 10 minutes. Le software, comment ça marche? Alors, comment est-ce qu'on programme un ordinateur quantique? Alors là, je me suis dit que plutôt que des grands discours, j'allais vous donner un exemple et un seul pour vous faire sentir un peu comment ça marche, même si vous ne connaissez rien à la programmation. Que vous essayez de comprendre comment, avec cette bouillie de 0 et de 1, on peut arriver finalement à faire sortir un résultat. Parce que ça, pour l'instant, je ne vous l'ai pas dit. Et alors, j'ai choisi un exemple particulier qui a été développé par Love Grover dans les années 90, qui est un des premiers algorithmes vraiment robustes en physique quantique. C'est comment chercher une aiguille dans une botte de foin, il appelle ça. Alors moi, je vais le dire plus facilement, comment chercher mon nom dans un annuaire, mais qui n'est pas classé. Voilà. Donc, imaginez que j'ai une liste de noms et je cherche mon nom. Alors là, si vous regardez, vous allez voir, je suis en 3e ligne, donc ça, c'est fastoche. Mais si j'avais 1 milliard de noms, c'est galère. Et la seule façon qu'on a de faire avec un ordinateur normal, c'est faire if, then. Si mon nom est sur la première ligne, c'est la première ligne. Sinon, je vais à la 2e, puis à la 3e, puis à la 4e. Donc, si vous avez une liste qui fait 1 milliard de noms, en moyenne, vous allez mettre 500 millions de coups à trouver votre nom. Si vous n'avez pas de chance, vous allez mettre 1 milliard de coups même. D'accord? Comment fait l'ordinateur quantique pour trouver mon nom? Eh bien, lui, il va essayer de regarder tous les noms à la fois. Donc, vous allez imaginer, voilà, que vous avez tous les noms, et vous allez faire, donc chaque code ici, c'est un nom. Donc ça, on va dire que c'est Julie, ça, c'est Alphonse, ça, c'est René, ça, c'est Alice, ça, c'est Julien, etc. Donc, le premier truc qu'il fait, c'est faire une superposition. Donc, il fait ça. Il met tous les noms ensemble. Et donc, chaque composition, chaque superposition de noms correspond à une fonction d'onde et à un pic, on va dire rouge. Donc, vous imaginez une bouillie de noms. Vous ne voyez plus rien. Ils sont tous ensemble n'importe comment. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser des portes logiques. Alors, je ne peux pas trop vous détailler le détail du calcul parce que vous n'y comprendriez rien. Mais en gros, acceptez l'idée qu'on est capable de faire subir à cette liste de noms quantiques, à cette superposition d'états,
une sorte d'opération qui va la transformer, mais sans la mesurer. C'est ça le point clé. On n'essaye pas de savoir les valeurs de la liste, on n'essaye pas d'arrêter la manivelle, on va juste manipuler un peu la boîte, lui faire subir des choses, d'accord? Et là, ce qu'on est capable de lui faire subir avec un certain algorithme quantique, avec certains petits signaux électriques, on va dire, c'est la comparer à Julien. Donc, on lui fait venir Julien à cette boîte-là, et on la titille avec Julien, et en faisant ça, ce qui va se passer, regardez bien, je ne sais pas si vous le voyez, c'est que le pic numéro 3, celui qui correspond à Julien, va pousser progressivement. Alors, ces pics, c'est quoi? C'est la probabilité de trouver les différents noms de la liste. Donc, au début, on avait tous les noms à égale probabilité. Et au fur et à mesure, vous voyez le pic qui pousse là? Il y a un nom qui est en train de pousser dans la liste. Mais pour l'instant, je n'ai pas arrêté la machine, donc je ne sais pas ce qu'elle fait. J'ai juste confiance, c'est aveugle. C'est en train de faire son moulinet sans que je vois rien. Et à un moment donné, je vais mesurer. Et quand vous mesurez, qu'est-ce qui se passe? La boîte s'arrête. Mais vu que vous l'avez superposée dans plein d'états, elle peut s'arrêter n'importe comment. Sauf que là, vous avez vu, j'ai fait pousser le troisième état par rapport aux autres. Donc, elle a bien plus de chances de s'arrêter sur cet état-là que sur les autres. Et donc, en gros, 99 fois sur 100, si vous la mesurez à ce moment-là, regardez ce qui se passe. Pof, il n'y a plus que Julien qui apparaît. Et vous voyez la combinaison correspondant à Julien. Et donc, cette mesure-là, finalement, consiste à sonder et titiller tous les noms ensemble pour faire sortir progressivement le bon nom dans la liste, la ligne numéro 3. Et puis à la fin, quand on pense que ça s'est suffisamment fait, alors qu'on n'y voit rien, que c'est à l'aveugle, on mesure, et là, 99 fois sur 100, on va trouver Julien. Alors évidemment, une fois sur 100, on va trouver Clémentine, ou Marguerite, ou René. Mais en moyenne, on va trouver le bon résultat. Donc l'idée, vous voyez, c'est essayer de faire une sorte de calcul parallèle quantique. On n'essaye pas de mesurer, on essaye juste de titiller, de manipuler une superposition d'états pour lui faire ce qu'on veut. Par exemple, faire pousser le mot Julien. Et puis quand on pense que ça a convergé, on mesure, et là, on a la solution. Et alors, les gens ont fait le calcul, et ça, en gros, on est en racine du nombre de coups. C'est-à-dire que si ça a pris 1 milliard de coups pour le faire avec une liste normale, là, ça va être racine de 1 milliard. D'accord? Ou si c'était 1 million de coups, ça va être racine de 1 million. Si c'était 100 coups, ça va être racine de 100. Donc, ça va être 10 coups au lieu de 100. Donc, on a gagné un énorme facteur dans le temps de calcul. Voilà, c'est la philosophie un peu du calcul quantique. Je ne vais pas beaucoup au-delà dans le software parce que ça va vous paumer et je pense que ça devient après très technique et moins intéressant pour vous comme pour moi. Donc maintenant qu'on a compris comment ça marchait, se pose la dernière question, la plus importante, c'est pour quand? Quand est-ce que ça va marcher et pourquoi ça ne marche pas? Et là, je vais vous expliquer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, on va reprendre le papier de Google, vous vous souvenez, celui de 2019 qui a dit on a gagné, on a fait la suprématie quantique. Ça s'appelle le Sycamore, le microprocesseur de Google. Alors, ça, c'est l'équipe, il faut toujours montrer les gens quand même, donc c'est une grosse équipe de chercheurs. C'est assez intéressant, c'est que le chef de l'équipe, à l'époque au moins de ce papier-là, c'est un chercheur, en fait, qui était un chercheur qui, juste avant, travaillait sur des problèmes hyper fondamentaux de physique quantique dans un laboratoire universitaire à Santa Barbara. Et ils ont débauché ce chercheur, John Martinis, pour qu'il anime l'équipe Google. Donc, vous voyez bien qu'on est à la frontière entre physique fondamentale et physique appliquée. Le voilà, le microprocesseur. Ça ressemble vraiment à un microprocesseur. Il fait quelques centimètres. Mais si on va dedans, alors là, c'est plus du tout la même chose. Si on va dedans, il y a des petits circuits électriques qui sont à base de supraconducteurs. Vous vous souvenez, les supraconducteurs de tout à l'heure, le courant qui va dans les deux sens à la fois, en gros, c'est ça. Là, ce que vous voyez sous vos yeux, c'est un zoom sur une des puces élémentaires. Et en gros, les petites tiges qu'on voit, certaines d'entre elles sont faites en supraconducteurs. Les autres servent à amener des signaux électriques pour faire les portes logiques. Donc voilà, celui de Google marche à base de supraconducteurs, mais maintenant, on retient juste que c'est des 0 et des 1 quantiques. Voilà, on se fiche du fait que ce soit des supraconducteurs. Donc, ce qu'a fait l'équipe Google, c'est prendre un circuit comme ça où il y avait 53 petits 0 et 1 quantiques. Elle les a connectés avec des portes et elle a fait ça aléatoirement, un peu au pif. Et elle a calculé ensuite, elle a fait mesurer à l'ordinateur quel 0 et 1 il trouvait quand il s'arrêtait de calculer. Donc, elle a trouvé 53 0 et 1. Et elle a recommencé. À chaque fois, elle trouvait une combinaison différente. Et elle a juste regardé la probabilité de trouver chacune des combinaisons. Et ça, si vous le faites avec un ordinateur normal, vous ne pouvez pas. Parce que c'est des calculs quantiques, vu que ça utilise un circuit quantique. Donc en fait, vous voyez, ce qu'a fait l'ordinateur Google, c'est en quelque sorte se calculer lui-même, voir ce que lui-même est capable de produire. Et ça, bien sûr, un ordinateur normal n'est pas capable de le faire. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert juste à trouver 53 0 et 1 qui ne servent à rien. Ce n'est pas un calcul pratique. C'est plutôt une démonstration, vous voyez, une proof of concept en quelque sorte. C'est montrer qu'ils savent utiliser les portes logiques, qu'ils savent utiliser les 0 et 1, qu'ils savent les connecter entre eux et qu'ils savent en mesurer 53, ce qui est déjà un exploit technologique. C'est vraiment remarquable comme travail. Mais ça ne sert à rien. Ils n'ont pas réussi à faire un calcul, par exemple, de tri dans une liste, ou de factorisation en nombre premier, ou du problème du voyageur. Ils ont juste réussi à faire fonctionner l'ordinateur et voir qui marchait quand on le faisait fonctionner, mais il ne sert à rien. Alors, depuis, il y a eu des progrès. Et en décembre dernier, il y a un mois, un deuxième article dans Science, cette fois-ci, qui proclame à nouveau la suprématie quantique. Je le trouve intéressant, cet article, parce qu'il est fait par des Chinois, cette fois-ci.
Donc, ça vous montre aussi d'un point de vue géopolitique qu'on n'est pas dans la Silicon Valley seulement. Il se trouve qu'il y a aussi des Français qui sont des grands spécialistes de ces questions-là. Je pense par exemple à des groupes sur l'Université Paris-Saclay, des groupes à Paris, à Lyon, Grenoble notamment, est une grande ville de ce côté-là. Mais il se trouve que là, c'est un groupe en Chine, mais du côté universitaire, qui ont eux aussi fabriqué un ordinateur quantique. Le leur, il n'est pas avec des supraconducteurs, il est avec des photons, donc des grains de lumière et des lasers. Et ils ont réussi, pareil, à mettre plusieurs dizaines de qubits ensemble, à les simuler et à calculer la distribution qu'ils font. Alors, on appelle ça une boson de sampling problem, je ne détaille pas. Et là encore, ils ont réussi à faire un calcul qui serait impossible de faire avec un ordinateur normal. Donc, eux ont proclamé également la suprématie quantique. Ce n'est pas très intéressant, cette histoire de record. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que cette technologie peut se déployer de différentes façons, avec des supraconducteurs chez Google, avec de la lumière chez les Chinois, et à différents endroits du monde, et qu'il y a une féroce compétition actuellement internationale pour le qui arrivera le mieux à manipuler ces appareils et à leur faire des choses utiles. Et pour l'instant, c'est un petit peu plus utile que ce qu'a fait Google, mais pas très utile quand même. Alors, où sont les problèmes? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose d'utile? Alors, problème numéro 1, vous vous en souvenez tout à l'heure, c'est la décohérence. Vous vous souvenez tout à l'heure que je vous ai dit que ce calcul-là, il faut le faire pendant que c'est superposé, mais qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter parce qu'il y a des particules autour, c'est jamais isolé. Et donc, de la même manière que le chat de Schrödinger, à un moment donné, votre truc s'arrête et choisit une des superpositions. Et ce temps de superposition, par exemple, pour les supraconducteurs, il est de l'ordre de 100 microsecondes. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez fait votre calcul en 100 microsecondes parce qu'après, c'est mort. Alors, c'est faisable. C'est des ordinateurs qui peuvent aller assez vite. L'ordinateur à supraconducteur, il marche au gigahertz, donc toutes les nanosecondes, il y a un calcul. Mais il ne faut pas que votre calcul soit trop long parce que sinon, ça s'arrête. Et on ne peut pas reprendre un calcul où il s'est arrêté parce qu'une fois que ça s'est arrêté, la superposition s'est arrêtée et c'est fini. Donc, il y a un côté un peu tout ou rien. Soit on arrive à bien faire le calcul et ça s'arrête et on croise les doigts, soit ça s'est arrêté avant la fin et c'est fichu. Il est à mettre à la poubelle. Donc, ça, c'est le premier problème. Donc, la solution, c'est aller plus vite. Donc, trouver des solutions pour faire des calculs plus rapides. Mais ça, ce n'est pas le problème le pire. Le problème le pire, c'est le problème numéro 2, c'est ce qu'on appelle le bruit. Alors, le bruit, c'est quoi? C'est un peu comme le vrai bruit, c'est un truc qui perturbe. Le vrai bruit, ça m'empêche d'écouter une jolie chanson. Là, le bruit quantique, c'est un peu pareil. C'est quand vous avez du bruit dans votre machine. Alors, c'est quoi du bruit? C'est par exemple, il y a des circuits électriques autour, il fait un peu chaud, ça vibre un peu. Puis le supraconducteur, il en a un autre à côté, et puis chacun est en train d'interagir avec l'autre. Tout ça, ça perturbe. Ça met le bazar. Et ça a deux conséquences. Un, ça va créer la décohérence d'avant, mais deux, bien pire. Même si le système continue d'être superposé, ça peut créer des erreurs. Ça peut faire des bugs, un peu comme le bon vieux bug informatique où on a mis un caractère à la place d'un autre. Là, ça serait un peu ça, sauf que là, vous n'avez aucun contrôle dessus. C'est le bruit qui le fait tout seul. Alors, l'ordre de grandeur, c'est une erreur sur 1000 opérations. C'est le mieux qu'on sache faire actuellement. Le mieux qu'on sache faire, c'est peut-être 1% d'erreur, on va dire. On peut se dire, bon, ça va, quoi. Il suffit juste de le refaire de temps en temps. Mais non, je n'ai pas le droit. Je suis obligé de faire le calcul en un bloc. Et je ne peux pas aller regarder dedans entre-temps. Autrement dit, si j'ai un calcul qui me demande 100 000 opérations, je suis sûr qu'il est faux à la fin, pour le dire vite. S'il fait 1000 opérations, je peux peut-être m'en sortir. Donc, dès que j'ai un calcul un peu conséquent et intéressant, je suis sûr qu'il y aura des erreurs dedans et que je ne peux pas débugger, qui sont inhérentes au système, physiquement. Alors là, les physiciens ont trouvé une solution hyper astucieuse. Alors, juste pour ordre de grandeur, nos ordinateurs à nous, c'est 1 sur 10 puissance 17 opérations. Donc, nos ordinateurs, ils ne bug pas parce que l'électronique ne bug pas, l'électronique classique. Donc, la solution en quantique, c'est de dupliquer l'information. C'est de se dire, OK, vu qu'on ne peut pas trop aller le regarder en cours de route, on va le dupliquer en plein des exemplaires et c'est les autres qu'on va aller regarder. On va cloner. L'idée, c'est qu'on fait des clones qui font que l'objet lui-même, on va le laisser tranquille, mais on va aller regarder ses jumeaux et on va aller perturber ses jumeaux et voir si tout se passe bien. L'idée, elle est hyper ingénieuse. Alors, le problème, c'est l'ordre de grandeur. Il faut toujours se ramener aux chiffres à un moment donné. Et alors, le calcul, il est simple. Si votre ordinateur fait en gros une erreur sur 1000 ou une erreur sur 100, et qu'il est dans les états actuels de l'art des ordinateurs quantiques les meilleurs au monde, le calcul, c'est que pour arriver à faire un bon calcul sans erreur, pour que le taux d'erreur soit suffisamment bas, il faut que chacun de vos 0 et vos 1, vous les dupliquiez fois 10 000. À chaque fois que vous avez un qubit physique, il faut le dupliquer en 10 000 exemplaires et que tout le monde reste bien superposé, etc., pour pouvoir faire les tests nécessaires pour mener le calcul. Et ça, c'est l'enfer. Donc, quand on vous vend un ordinateur quantique en vous disant « c'est incroyable, il fait 53 qubits », et puis qu'à côté, il y a quelqu'un qui a calculé que pour calculer la nitrogénase, il fallait 100 qubits, vous vous dites « on y est presque ». Il suffit de passer de 53 à 100, tout va bien. En fait, non, dans votre tête, il faut que vous fassiez 53 fois 10 000 pour comparer. Donc, actuellement, on pense que pour faire marcher un bon ordinateur quantique, il faudrait 1 million de qubits. 1 million de vrais qubits. Alors, on distingue souvent les qubits logiques et les qubits physiques. Dès qu'on vous dit qubit logique, c'est 1 qubit plus 10 000 clones. D'accord? Donc, faites la conversion 10 000, elle est importante. Sinon, on peut se faire avoir sur les annonces. Donc, c'est le drame.
Et donc là, on peut se dire, mais est-ce qu'on va y arriver un jour? Je veux dire, ça fait 10 ans qu'on bosse dessus, on est arrivé à 53, et là, on nous dit qu'il faut passer à 1 million, est-ce qu'on va y arriver? Alors là, c'est le moment de la prospective. Donc, c'est le moment où on va y aller un peu au pifomètre, chacun a son opinion. Alors, je ne vais pas vous donner le mien directement, je vais vous donner celui de l'Académie des sciences américaines qui a fait un excellent rapport sur le sujet. Alors, il y a aussi eu un rapport plus récent fait par une députée en France, que je vous recommande aussi. Mais celui-là, je le trouve vraiment remarquable scientifiquement. Ils ont résumé l'état de l'art et à la fin, ils donnent leur avis. Alors, je vous donne l'avis final. Donc, il y a plein de key findings. Alors, key finding numéro 4. Au vu des informations disponibles, il est encore trop tôt pour prédire à quel horizon un ordinateur quantique de taille suffisante pourrait exister. Regardez bien ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire, non seulement on ne sait pas si un ordinateur quantique va marcher un jour, mais c'est même pire, on ne sait pas vous dire quand on saura vous dire si un ordinateur quantique marchera un jour. Donc ils sont dans un état d'imprédiction totale. Ils ont bien compris les verrous technologiques, mais on sait bien que parfois on peut avoir des idées hyper astucieuses pour contrer les problèmes physiques, mais là il y a des problèmes physiques inhérents dont tout physicien raisonnable devrait dire on n'y arrivera jamais. Mais il ne faut jamais dire jamais, et toute l'histoire des microprocesseurs nous a montré qu'on a su faire des exploits par rapport à ce qu'on pensait savoir faire dans les années 50. Donc ça, c'est la première key finding. Ils ne savent pas dire. Mais celle-là, elle me semble encore plus intéressante. La key finding numéro 6, elle dit « c'est pas grave ». C'est pas grave si on n'y arrive pas, parce que l'informatique quantique est précieuse pour susciter des recherches fondamentales qui permettront à l'humanité de mieux comprendre l'univers. Donc là, ils sont en train de vous sauver mon domaine à moi, c'est-à-dire la physique fondamentale. Ils disent « ouais, mais au passage, l'argent investi, ça permettra de mieux comprendre la physique quantique, et ça, c'est bien, parce qu'on repousse les connaissances de l'humanité, et c'est formidable. » Alors, vous allez me dire « ok, mais on ne va peut-être pas faire des plans quantiques spéciaux, vu la période de crise actuelle, si c'est juste pour faire progresser les connaissances de l'humanité. » D'accord. Mais il rajoute la deuxième phrase, « comme pour toute recherche fondamentale, les découvertes dans ce champ pourraient conduire à des nouvelles connaissances et à des applications décisives. » Et là, c'est cette vieille idée que quand vous soutenez la recherche fondamentale sur un grand programme, même s'ils ne vont peut-être pas réussir à résoudre le problème que vous leur avez confié, au passage, ils vont trouver plein d'autres trucs intéressants. Alors, on cite par exemple le classique exemple de la physique des particules et du CERN, et c'est eux qui ont inventé Internet. Ou on peut citer le programme Apollo, on envoie les hommes sur la Lune, ça ne sert pas à grand-chose sauf à nous faire rêver. Scientifiquement, ils n'ont pas appris des choses incroyables, mais ça a permis de développer des tas de technologies, et notamment toute l'électronique moderne, parce qu'on a dû miniaturiser ça au niveau du satellite, ou les habits de pompiers, ou les aspirateurs sans fil. Tous ces trucs-là, ça vient du programme Apollo, et du fait qu'il a fallu faire des développements technologiques hallucinants pour arriver à emmener l'homme sur la Lune. Et donc, vous voyez, c'est les byproducts, on va dire, les produits dérivés qui peuvent être intéressants. Et je vais finir avec un exemple d'un de ces produits dérivés pour que ça reste un peu concret pour vous. Donc, par exemple, on a beaucoup étudié dans les ordinateurs quantiques le diamant. Et on s'est rendu compte notamment que le diamant avait une propriété remarquable, c'est qu'on pouvait aller y faire certains défauts. Enlever un atome qu'on remplace par un autre. Alors, très concrètement, vous avez les atomes du diamant, c'est du carbone. Il y a un endroit, vous enlevez un carbone et vous mettez un azote à la place. Et donc, il y a un azote et un petit trou à côté. On appelle ça le centre NV. N, c'est azote, et V, c'est vacancy. C'est un trou en anglais. Okay. Donc, on sait faire des petits défauts dans le diamant. Bon, okay. Et si vous faites ça, ce petit défaut, il se trouve que c'est un très bon qubit. C'est-à-dire qu'il peut être dans 2 états à la fois. Donc, ça a beaucoup intéressé les gens en se disant, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un diamant pour faire un ordinateur quantique? Eh bien, il se trouve que depuis, on continue à étudier le diamant pour être un candidat possible de l'ordinateur quantique, mais on sait maintenant utiliser ces centres NV pour plein de trucs différents, et notamment pour faire des capteurs absolument incroyables. On sait par exemple faire des capteurs magnétiques avec ça qui sont les plus précis, les plus fins au monde. On a même su récemment utiliser ces centres NV pour faire de l'IRM, faire de l'imagerie médicale. Alors l'imagerie médicale sur un corps humain, on n'a pas besoin de diamant, hein. On va dans une IRM à l'hôpital, ça marche bien. Mais là, on est capable de faire de l'IRM sur des molécules individuelles. On approche le diamant sur des nano-objets et on peut faire de l'imagerie à l'échelle d'un nano-objet ou de la RMN. Et donc, on invente des sortes de nano-laboratoires avec ces centres NV du diamant. Et ça ouvre des perspectives formidables dans le champ des nanotechnologies et de la nanophysique. Donc, vous voyez, on était parti au début à étudier le diamant pour ses propriétés quantiques et éventuellement l'ordinateur quantique. Je parierais cher que ça ne sera pas le diamant qui va servir à la fin vers un ordinateur quantique, mais au passage, on a découvert des technologies ici de l'ordre des capteurs qui sont vraiment utiles pour des applications concrètes et du business. Donc, ma conclusion, on est à midi moins le quart, comme je vous l'avais promis, c'est est-ce que vraiment c'est un sujet important? Après tout ce que je vous ai dit, est-ce que finalement, ce n'est pas juste du buzz, de la hype? Et un peu comme certaines hypes dans le passé, moi je pense aux supraconducteurs dont j'étais dans le domaine, ou au graphène, ça va retomber et finalement, ce n'est pas tout ce qu'on nous promettait. Et donc, est-ce qu'il faut s'y intéresser si vous-même, vous n'êtes pas dans le champ des sciences? Alors, voilà mes arguments pour lesquels il faut quand même s'y intéresser. Je pense qu'il faut s'y intéresser de façon large, en fait. Il ne faut pas se focaliser sur l'ordinateur quantique, mais il faut s'intéresser à la quantique en elle-même. D'abord, parce que ça vous permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et quand je dis le monde qui nous entoure, ce n'est pas seulement les atomes, c'est ce qui permet de comprendre la lumière, c'est ce qui permet de comprendre la matière. Pourquoi, par exemple, le charbon est différent du diamant alors que c'est les mêmes atomes de carbone? La quantique, c'est ce qui permet de comprendre la couleur des objets. C'est ce qui permet de comprendre leur solidité, c'est ce qui permet de comprendre comment le courant passe dans un objet. C'est ce qui permet de comprendre pourquoi un aimant est un aimant.
Et donc, tout ce qui nous entoure dans le monde, en fait, est gouverné par des lois quantiques sans qu'on le sache. Et c'est essentiel, si on veut vraiment comprendre le monde qui nous entoure, de s'intéresser à la physique quantique. Et puis, la physique quantique, elle n'est pas cantonnée à l'ordinateur quantique, et c'est une professionnelle pour inventer des technologies. Et en fait, la plupart des technologies que vous utilisez utilisent la physique quantique sans le dire. Le laser, c'est une invention de la physique quantique. Ce n'est pas une découverte, hein, c'est une invention. C'est les physiciens de la physique quantique qui, en manipulant les niveaux d'énergie astucieusement, ont inventé une nouvelle source de lumière. La LED, invention de la physique quantique. Tout ce qui compose votre smartphone, les écrans CCD, la LED, les capteurs, l'électronique, toute l'électronique moderne, c'est de la physique quantique. Tous les microprocesseurs, c'est de la physique quantique. Alors, le microprocesseur ne fonctionne pas lui-même de façon quantique, mais il utilise des transistors, et le transistor a été inventé par la physique quantique parce que c'est une façon de manipuler les électrons quantiques dans les solides. Donc, toutes nos technologies actuelles, en fait, sont gouvernées par la quantique sans qu'on le sache. Et moi, je trouve que ça offre un nouveau regard sur ces technologies. Et puis, évidemment, ça permettrait d'anticiper les technologies à venir. Alors, on a parlé de l'ordinateur quantique, et évidemment, c'est un enjeu. S'il arrive un jour, ça sera un bouleversement, mais je pense qu'on n'y est pas, on n'y sera peut-être jamais, je ne sais pas. Mais il faut se rendre compte que la quantique, en fait, elle est au cœur de plein d'autres technologies dont on ne dit pas le nom. Évidemment, le nucléaire, c'est de la quantique. Évidemment, tout ce qu'on nous promet en rêve en termes de fusion, par exemple, chez ITER, c'est de la quantique. Mais même les panneaux photovoltaïques, c'est un effet de physique quantique pure. Einstein a eu son prix Nobel pour avoir compris en gros l'effet photoélectrique, c'est-à-dire ce qui se passe dans un panneau photovoltaïque. Donc, c'est un objet purement quantique. Et les gens qui travaillent actuellement sur les panneaux photovoltaïques et sur les cellules photovoltaïques actuellement, pour améliorer le rendement des cellules photovoltaïques, ce qui est un enjeu clé pour nos sociétés actuelles, eh bien, c'est de la physique quantique des matériaux purs. Hein, c'est des processus, comment un photon donne 2 électrons qui vont redonner 2 photons, comment jouer sur le gap, etc., etc. Et donc, la physique quantique, en fait, elle est déjà au cœur de plein de technologies, même si on ne parle pas d'ordinateur quantique. Donc voilà, j'en ai fini. J'espère vous avoir convaincu que la quantique, c'est compliqué, mais c'est chouette. C'est en gros mon résumé. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur la question précise de l'ordinateur quantique, je vous recommande un bouquin en ligne gratuit fait par le formidable Olivier Ezrati, qui est un des experts du domaine et qui fait aussi des vidéos YouTube très chouettes. Et alors, il a fait un pavé de 600 pages sur Internet en PDF accessible, qui est assez costaud, mais lui, vraiment, il va à fond. Il regarde toutes les technologies, il regarde l'état de l'art et puis il le tient à jour en ligne. Donc, c'est vraiment un remarquable boulot de veille, on va dire. Donc, si vous voulez faire de la veille sur les enjeux de l'informatique quantique, je vous recommande ce truc d'Olivier. Moi-même, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La quantique autrement », alors qui est bien plus simple que le truc d'Olivier, où je réexplique un peu les effets de quantique sans formule, mais où je joue vraiment avec les illustrations pour essayer de faire sentir tous les effets de physique quantique et des exemples à chaque fois d'applications et de recherche contemporaine, et dont évidemment un chapitre dédié à l'ordinateur quantique où vous pourrez retrouver plein de petits chats de Schrödinger mis en scène pour essayer de mieux comprendre ces enjeux-là. Et donc, n'hésitez pas à aller acheter mon livre si vous voulez me faire plaisir. Et puis enfin, un site web sur lequel on a mis un peu tout ce qu'on développe comme nouvelle forme de vulgarisation et d'enseignement, notamment de la quantique, qui s'appelle vulgarisation.fr, et où je vous encourage à aller vous balader si vous avez envie de découvrir un peu des projets de vulgarisation originaux. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Julien. Alors, on a quelques questions, donc c'est de la même personne. Alors, je vais te les dire tout de suite. Pendant ce temps, les autres, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez voulu poser sur la quantique et vous n'avez pas osé. Vu que c'est anonyme, vous pouvez vous lâcher. Hein. C'est ça, c'est l'occasion. Profitez-en, vous avez un expert avec vous, justement, pour vulgariser tout ça. Donc, j'ai une question de Vincent D. Mais l'ordinateur quantique n'est qu'un outil. Nous aurons toujours besoin de l'empirique avant d'utiliser l'outil ordinateur quantique. Qu'en pensez-vous? Et précise, je veux simplement dire que malgré la toute-puissance d'un ordinateur quantique, nous aurons toujours besoin des hommes pour établir les bases empiriques avant d'arriver au moindre résultat. Ah bah ouais, heureusement, et on a besoin des chercheurs. Oui, bien sûr, ça c'est à peu près vrai pour tout progrès technologique, je dirais, donc je ne vais pas dire grand-chose d'intelligent là-dedans. Ce que je peux juste dire, je pense que c'est intéressant, c'est de… si on prend un peu de recul et qu'on se demande comment ce genre de nouveautés technologiques peuvent émerger, dans quel cadre, etc., par rapport à l'intelligence artificielle dont avait parlé Rodolphe tout à l'heure, l'ordinateur quantique, c'est vraiment un exemple canonique d'un truc issu de la recherche purement fondamentale et qui progressivement va essayer d'aller dans le champ des applications. Mais là, on a des verrous qui font que le champ des applications ne sort pas de façon évidente. On a des enjeux clairement stratégiques énormes. On a aussi des enjeux, je pense, d'image. On peut se dire, mais pourquoi Google a été se mettre là-dedans? Pourquoi IBM a été se mettre là-dedans? Je pense que même s'ils ne croient pas peut-être aux applications potentielles à court terme de l'ordinateur quantique, et donc du point de vue du business model, à mon avis, ce n'est pas rentable pour l'instant et c'est loin de l'être et ça ne le sera peut-être jamais, je pense qu'il y a un enjeu d'image de montrer qu'on est à la pointe. Et actuellement, l'ordinateur quantique, c'est un des trucs les plus à la pointe dans tout ce qu'on peut développer à la fois du côté de l'algorithmique, de l'informatique, des mathématiques et de la technologie pour le concevoir. Et je pense que c'est un champ intéressant parce qu'on est à la frontière entre plein de domaines qui normalement s'ignorent les uns les autres. Il faut être honnête, des physiciens comme moi de la physique quantique ne savent même pas ce que c'est qu'un informaticien qui lui-même ne sait même pas ce que c'est qu'un ingénieur des radiofréquences. Et là, tous les domaines se rencontrent et sont obligés de bosser ensemble.
Les gens des mathématiques et de l'algorithmique et de l'informatique sont en train d'apprendre la physique quantique pour apprendre à faire des programmes quantiques. Les gens du cloud sont en train d'apprendre à comment faire un cloud quantique avec un ordinateur, etc. Donc, je trouve intéressant le fait que ces champs se rencontrent. Vous ne m'auriez peut-être pas invité il y a 2, 3 ou 4 ans et je n'aurais peut-être pas parlé à tous les gens qui sont là ici aujourd'hui. Et ben, je trouve chouette que si l'ordinateur quantique a servi juste au passage à ce que vous améliorez votre connaissance, disons, de la physique quantique, moi, ça suffit à mon bonheur. Alors, ça motive, du coup, on a plusieurs questions. Alors, que sait-on faire avec des qubits actuellement, de porte logique? Bah, pas grand-chose. Alors, je crois qu'ils ont réussi à factoriser en nombre premier 15. Donc, la réponse, c'est 5 fois 3. On ne sait pas faire grand-chose d'utile pour l'instant. Donc, le seul truc qu'on sait faire, c'est les connecter entre eux, les faire marcher un peu au pif et regarder les 0 et 1 qu'ils produisent et vérifier que c'est ce qu'on attendrait si ça marchait bien et que la physique quantique marchait bien. Donc, on sait en gros les tester, mais on ne sait pas leur faire de calculs vraiment utiles. Alors, il y a une première piste quand même. Google, avec son Sycamore, 1 an après, a sorti un autre papier, en septembre dernier, je crois, dans Nature, où là, ils ont essayé de faire un calcul utile en chimie. Donc, c'est ce qu'on appelle du Hartree-Fock. Alors, c'est la première brique. Ils n'ont pas réussi à faire un truc vraiment utile, mais ils ont commencé à montrer que leur ordinateur pouvait essayer de simuler des calculs de chimie et de molécules chimiques. Donc, on commence à essayer d'avoir les prémices de ce calcul-là, mais on n'y est clairement pas. Voilà. Alors, j'ai une autre question d'Éric Ménard. Est-ce que notre cerveau est quantique? Je veux dire, est-ce que la quantique peut nous aider à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et de la conscience? Alors, c'est bien de poser cette question dans ces deux termes, je trouve. Si on nous demande si notre cerveau est quantique, ça peut tout de suite emmener vers des fausses idées. C'est-à-dire qu'on peut se dire, waouh, si notre cerveau, vu que notre cerveau est composé d'atomes, il serait peut-être quantique. Ça pourrait vouloir dire qu'on est dans deux états à la fois, qu'on est intriqué, qu'on est en superposition, qu'il y a de l'effet tunnel et tout, et comprendre des choses un peu étranges liées au cerveau. Alors là, la réponse est non. Je suis assez ferme là-dessus parce qu'il y a des gens qui disent beaucoup de bêtises là-dessus. Alors pourquoi non? Il faut que j'argumente, bien sûr. Je ne peux pas être arbitraire. Non, parce que notre cerveau est trop chaud et qu'il y a trop d'atomes dedans. Vous vous souvenez du chat Schrödinger, de la décohérence? Ça a été mesuré en laboratoire, ça. À quel moment a lieu la décohérence? Et en gros, dès que vous avez un machin à 37 degrés dans lequel il y a des milliards de milliards d'atomes, c'est impossible qu'un objet quantique puisse rester dans deux états à la fois à grande échelle. Donc à l'échelle de la pensée, par exemple. Donc, nous-mêmes, on ne va pas penser quantique, notre cerveau ne va pas être quantique, et il faut aller plutôt voir dans le champ de la biologie pour comprendre comment marche le cerveau. Par contre, il existe certains processus biologiques qui, eux, sont d'origine quantique, mais qui se jouent à l'échelle en général d'une réaction chimique d'une molécule. Donc, on a certains processus qui pourraient avoir lieu dans notre cerveau, et qui ont lieu d'ailleurs à l'échelle de l'atome ou de la molécule, qui sont quantiques. Mais de là à dire que la pensée puisse être quantique, je pense qu'il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Voilà. Alors, j'ai une autre question de Michel. Comment se situe dans le monde la France, l'Europe dans le développement des recherches sur l'informatique quantique? Oui, là, vu le jour de la visite de Macron, c'est un bon moment pour parler un petit peu stratégie. Alors, au départ, la France a été un des pionniers. Il y a eu notamment un groupe au CEA, le groupe de Kantronic, qui a été un des premiers groupes à concevoir ces briques élémentaires de supraconducteurs et qui ont un savoir-faire incroyable là-dedans. Et de façon plus générale, les labos du côté recherche fondamentale en physique, c'est ma communauté, donc je suis hyper biaisé, mais voilà, je pense qu'ils sont hyper forts en physique quantique en France dans ces champs-là. Du côté des applications et des technologies, il y a de plus en plus de liens. Alors, par exemple, au niveau du CEA, au niveau du CNRS et au niveau de petites startups ou des spin-offs qui sont souvent issus des laboratoires publics. Et c'est un ancien postdoc de l'équipe qui, avec le chercheur qui est resté dans l'équipe, va monter une petite pépite en quelque sorte sur la physique quantique. Donc, il y a quelques technologies quantiques traitées en France, notamment du côté des photons, du côté des spins et des microprocesseurs. Donc, il y a un savoir-faire français, il y a une expertise française et je pense qu'on n'est pas à la traîne. Alors maintenant, est-ce qu'on met assez d'argent sur la table pour être en tête? Alors là, clairement, on est face déjà à des monstres comme Google, IBM, et puis à des États monstrueux. La Chine, ils mettent vraiment le paquet en termes de budget. Donc, c'est dans ça que s'inscrit le plan d'Emmanuel Macron et également le plan européen. Il y a un flagship européen de plusieurs milliards d'euros pour soutenir l'Europe. Et puis, il y a ce plan Macron aujourd'hui. Donc, c'est des plans qui disent on va mettre de l'argent dans à la fois le champ des startups et puis des laboratoires et toutes ces interconnexions pour essayer de susciter les progrès de ce domaine-là et rester un peu à la pointe. Donc, je pense que c'est une très bonne idée de faire ça stratégiquement. Même si l'ordinateur quantique est peut-être un rêve et qu'on ne va peut-être pas arriver à le faire, je pense qu'il ne faut pas rester à la traîne dans ces champs. Parce que ça touche aussi le champ des télécommunications, le champ de l'électronique classique, et qui sont des champs hyper importants stratégiquement. Et donc, tout le savoir-faire qu'on développe dans ces champs-là ne sont pas inutiles. Même si à la fin, on n'arrive à rien, tous les gens qu'on forme au passage, les thésards qu'on forme, l'industrie qu'on réhabitue à ces questions fondamentales, pour moi, ça, c'est un vrai enjeu stratégique clé parce que se jouent tous les matériaux du futur, l'électronique du futur, les microprocesseurs du futur, les cellules photovoltaïques, etc. Donc, se cache derrière l'ordinateur quantique aussi tout le champ des techno-quantiques et même le champ des matériaux quantiques qui, là, est vraiment un champ stratégique.
Donc, je dirais que la France n'est pas à la traîne, mais la France n'est pas en tête. Clairement, on n'est pas au niveau enjeu. Donc, pour moi, ça se joue au niveau européen. C'est-à-dire que si on reste qu'au niveau microcosme français, on ne va pas aller loin. Si on arrive à faire vraiment émerger une force européenne, à la fois du côté fondamental et appliqué, et un vrai truc de gens qui parlent entre eux de façon cohérente, là, on peut tenir tête à la Chine et aux États-Unis. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que quantique implique une échelle mini au niveau espace et temps? Comment ça marche? Oui, alors c'est peut-être une échelle maxi que veut dire la personne. C'est-à-dire, en gros, à quel endroit ça s'arrête? Si je comprends bien la question. C'est-à-dire, on a dit qu'un atome, c'était quantique et puis qu'un chat, c'était pas quantique, mais à quel endroit ça s'arrête? Alors, bizarrement, il n'y a pas de frontière claire. La théorie ne dit pas, au-delà de, je sais pas, 1 micromètre, ça ne marche plus. Ce dont il faut tenir compte, c'est à la fois la taille de l'objet et s'il est protégé. Vous vous souvenez de mon histoire de décohérence? Je vous ai dit, c'est dès que l'objet est perturbé par le reste. Mais si vous prenez un objet, que vous le refroidissez le plus possible, que vous le mettez dans le vide, dans le noir, que vous le protégez, il peut être quantique à grande échelle. On a réussi à faire, par exemple, vous vous souvenez de John Martinis, là, le type qui a dirigé Google, l'équipe de recherche. Juste avant, il avait fait une manip avec son thésard où ils avaient réussi à fabriquer un machin qui a la taille d'un cheveu, qui fait 100 micromètres, ce qui est énorme, et à le faire à la fois balancer et pas balancer, vibrer et pas vibrer. Donc, ils avaient réussi à rendre quantique, mais vraiment globalement, un objet qui a la taille de 100 micromètres, qui est gigantesque en réalité. Mais pour faire ça, il l'avait mis à extrêmement basse température, dans le noir et dans le vide. Donc, si on revient à la question du cerveau, il faudrait geler l'humain pour faire ça, donc il ne pourrait plus penser. Donc, il n'y a pas de frontière claire sur la taille maximum à laquelle un objet ne serait plus quantique. En fait, la personne précise, il dit c'est plutôt une question sur la quantification de l'espace-temps. Waouh, c'est trop compliqué comme question. Moi, là, je suis proche du déjeuner, je ne réponds pas. Je ne sais pas. Ça dépasse complètement, je pense, le cadre de la conférence et de ce que je vais pouvoir répondre de façon simple en 1 minute. Donc, je ne sais pas répondre. Mais c'est une bonne question. Ouais, des fois, je me défile sur certaines questions. Alors, j'ai une autre question. C'est pas grave, après, autant dire. Alors, j'ai une autre question. C'est peut-on envisager des applications de l'intrication pour des télécommunications? Ah ouais, il y en a déjà. Donc, je vous rappelle, l'intrication, c'est vous prenez ces particules, vous les mélangez et vous les séparez. Et quand vous agissez sur une, ça agit sur l'autre. Alors, le rêve, ça serait de se dire, ah, mais c'est génial parce qu'elles peuvent communiquer à distance instantanément. Alors ça, non. Je vous dis non tout de suite parce que Einstein a dit non et Einstein a raison. Quand on sépare deux particules intriquées, elles ne peuvent pas communiquer instantanément à distance. En fait, c'est qu'elles font partie d'une même fonction d'onde, mais pour les mesurer, on a quand même besoin d'un chercheur là, un chercheur là, et puis qui comparent leurs résultats. Et ça va prendre un certain temps. Donc, on ne va pas accéder à des vitesses, par exemple, plus rapides que la vitesse de la lumière, parce que ça, c'est interdit par la physique. Par contre, ça va permettre de faire de la cryptographie quantique, c'est-à-dire de coder de l'information. Et là, ça devient utile. C'est-à-dire que ces particules, quand vous les intriquez et que vous les séparez, imaginez que vous les mettiez et que vous mettiez un code dedans, un code secret, des 0 et des 1, d'accord, et que vous les sépariez, c'est-à-dire que lui, il va connaître les 0 et les 1 de lui. Donc, ils ont partagé un code. Et le truc génial avec ce système de codage par rapport à des systèmes classiques, c'est que s'il y a un espion sur la ligne, dès qu'il va essayer d'espionner, ça va perturber le truc et lui vont le savoir. Vous vous souvenez, quand je mesure, ça change le système. Donc, on a inventé une cryptographie parfaite, c'est-à-dire on peut se partager des codes secrets et savoir si quelqu'un nous a espionné ou pas. Et s'il nous a espionné, on jette le code à la poubelle. Et ça, c'est déjà utilisé. Il y a déjà des sociétés qui ont fait ça, par exemple, dans le domaine bancaire en Suisse, où je sais que dans des établissements, ils ont créé des systèmes de cryptographie quantique pour parfaitement sécuriser un signal d'un bout à l'autre de la fibre optique, on va dire. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que la quantique va nous aider à nous robotifier, style cyberpunk, avec des implants cyberpunk? Alors, la personne disait, c'est peut-être un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet. C'est une bonne question. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est un très bon réflexe de toujours se dire, mais là, ce qu'on nous raconte à l'échelle quantique, si on nous met dans la peau ou si machin, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, en l'occurrence, à nouveau, la quantique n'a rien de spécifique, je dirais. Le monde des nanos peut avoir des effets quantiques, mais là, en l'occurrence, cyberpunk et tout, c'est plus la question de la miniaturisation de l'électronique, de l'informatique, de la transmission. La quantique ne va pas changer grand-chose à ça. Donc non, je ne crois pas trop au lien entre l'ordinateur quantique et des implants. En plus, si on veut avoir un machin vraiment quantique, il ne faut pas le mettre dans un corps humain, comme je vous l'ai dit, parce qu'il fait trop chaud. Il faut le mettre dans un gros cryostat, en gros. Donc, ce n'est pas le bon endroit, le corps humain. Donc, non, je n'aurais pas trop peur. Alors, je ne sais pas si vous avoir peur ou pas peur, mais il n'y aura pas trop d'application, à mon avis, de la technologie quantique dans des implants humains. Alors, j'ai une autre question. Donc, l'intrication à longue distance n'est-elle pas en opposition au principe d'incertitude, Heisenberg? Waouh, c'est une belle question. Non. La réponse rapide, c'est non. Alors, juste pour les gens qui ne connaissent pas, le principe d'incertitude, c'est une loi fondamentale en quantique qui dit que quand vous regardez une particule quantique et que vous essayez de la mesurer, vous ne pouvez pas à la fois très bien connaître sa vitesse et sa position. C'est un mauvais radar de police, en gros. Il faut choisir l'une des deux. Et ça, c'est lié vraiment à des raisons intrinsèques à la physique quantique. Ce n'est pas vraiment de l'incertitude, on appelle ça l'incertitude, mais Heisenberg lui-même avait regretté ce nom-là, il avait appelé ça le principe d'indétermination, et je pourrais expliquer d'où il vient ce principe. Mais vous voyez, pour les particules intriquées, vous vous en fichez parce que vous vous intéressez qu'à une propriété, pas à deux propriétés à la fois. Si on essayait à la fois de calculer ou de mesurer une propriété et l'autre, il y aurait plein d'effets. Mais là, on cherche juste à savoir si c'est un 0 ou un 1, si le spin est vers le haut ou vers le bas, si le photon est comme ça ou comme ça. Et on se fiche de sa vitesse.
Donc, le principe d'incertitude ne nous embête pas du tout pour l'intrication. Alors, comment explique-t-on qu'une mesure force la décohérence du système? Alors, c'est l'explication que j'ai essayé de donner. On ne comprend pas fondamentalement la mesure elle-même. Soyons honnêtes, c'est un des points troubles encore de la physique quantique. Ce qu'on comprend, c'est pourquoi il y a quelque chose d'irréversible qui a lieu. Pourquoi on ne peut plus retourner en arrière et que soudain, la particule choisit un état plutôt qu'un autre. Et ça, c'est lié au fait que cette particule qui est dans deux états à la fois, avant qu'on la mesure, à nouveau, quand on va la faire mesurer, ça va être avec un gros machin. Et donc, quand elle voit ce gros machin, elle essaye d'interagir avec tous les atomes de ce gros machin. En fait, ce qu'elle fait, si je veux être un petit peu plus précis, c'est qu'elle va essayer de se mettre aussi en superposition avec tous les autres atomes, de s'intriquer avec les autres atomes. Et au bout d'un moment, ça devient impossible pour elle. Elle ne peut pas elle-même rester dans deux états et essayer d'être avec tout le monde dans deux états à la fois. Et donc ça, en quelque sorte, ça va la perturber. Alors dit de façon savante, ça va détruire sa phase. Et donc ça va créer la décohérence et faire qu'à la fin, elle va être obligée de choisir son destin. Par contre, pourquoi elle choisit un côté plutôt que l'autre, ça, on n'en a aucune idée actuellement. Et il y a plein d'interprétations et de théories là-dessus. Ah, j'ai une autre question. Si vous parlez dans une de vos conférences qu'aujourd'hui, les développeurs s'intéressent à la quantique pour programmer, en quel sens? Des langages émergent pour programmer de la sorte. Démarrant mon apprentissage des langages de programmation, Python en l'occurrence, j'ai peur d'être has-been avant même de commencer. Alors non, faut pas. Non. D'abord, c'est bien d'apprendre les langages de programmation classiques et de comprendre comment marche un ordinateur classique, parce que quand même cette logique-là va aider quand on va vouloir programmer en quantique. Donc, programmer de zéro en quantique sans du tout savoir comment marche un programme informatique, je ne pense pas que ça soit forcément la bonne démarche. Donc, apprenez Python, ça ne sera pas perdu. Si on veut ensuite apprendre l'algorithmique quantique, on va en passer par apprendre un peu de physique quantique. Et très concrètement, vous vous souvenez quand je vous ai dit, j'ai ma liste, j'ai ma superposition d'états, puis un machin qui vient perturber avec une porte logique, c'est ça. Très concrètement, c'est qu'est-ce que ça veut dire perturber, quel opérateur mathématique va agir, etc., etc. Et donc, il va falloir comprendre la logique quantique, il va falloir comprendre les règles mathématiques qui gouvernent la quantique. Elles ne sont pas hyper compliquées. Nous, on les apprend à des élèves au niveau 2e, 3e année à l'université. Ça s'apprend. C'est un formalisme comme un autre. Et donc, il y a plein de gens actuellement dans le monde de l'informatique qui apprennent la physique quantique, comme des étudiants apprennent de la physique quantique. Il n'y a rien de sorcier à ça. C'est une artillerie mathématique un peu spéciale liée aux algèbres linéaires, liée aux matrices, mais qui n'est pas infiniment compliquée. Et il y a de plus en plus de choses qui se développent sur Internet notamment, de codes pour aider ensuite à programmer en quantique. Mais c'est vrai que si on veut utiliser ces codes, il faut un peu avoir compris ce qu'il y a sous le capot, quoi. C'est peut-être un peu différent les langages normaux. Je vais prendre la comparaison avec ceux qui connaissent le monde de l'informatique quand il est né. Moi, j'ai connu un petit peu ça. Au début, il y avait le langage machine, puis après, il y a eu des langages qui ont interprété le langage machine. On est un peu à cette étape-là actuellement. C'est-à-dire qu'on commence à créer des langages, des couches supplémentaires pour interpréter ce que sont les calculs de base de la physique quantique. Mais c'est toujours bien d'avoir quand même un peu compris ce qui se joue dans les calculs en base, donc dans les lois de la quantique, pour comprendre comment les manipuler ensuite. Donc ça se développe beaucoup actuellement, mais vous n'êtes pas encore has-been, rassurez-vous. On va être rassuré. Là, en fait, je suis en train de regarder, donc il n'y a pas d'autres questions. Après, c'est juste, je voulais vous le dire, vous avez beaucoup de remerciements, que c'était très clair, très satisfait de la présentation. Donc, en tout cas, que des retours positifs. On remercie tout le monde et vous principalement, voilà, pour nous avoir éclairé sur ce sujet qui n'est pas forcément évident. Ouais, et merci à tout le monde pour avoir tenu en fin de matinée avant le déjeuner pour entendre parler de physique quantique, quoi. Après, vous allez pouvoir briller pendant le déjeuner, quoi. Faut voir le bon côté des choses. Ok. C'est Rodolphe à nouveau. Là. Merci à tous nos spectateurs du webinaire. Là, on était 90 connectés tout à l'heure. Donc, voilà, super. Et puis, merci beaucoup à Julien pour sa disponibilité, pour être venu vers nous. Effectivement, il y a beaucoup de remerciements. Et puis, c'était très clair, comme d'habitude. Ce n'est pas la première fois que je vous entends. Donc, je trouve ça toujours très clair. Et donc, je n'oserais que vous recommander à tous si vous voulez en savoir plus, de vous tourner vers le livre de Julien Bobroff qui s'appelle « La quantique autrement ». C'est ça, c'est la dernière publication, si j'ai bien compris. Et puis, bien sûr, vous avez mentionné aussi le PDF d'Olivier Ezrati, qui est effectivement très complet sur la question, mais un peu plus compliqué. Voilà. Ouais, là, c'est vraiment un état de l'art et une veille. Donc, c'est pour les gens qui veulent vraiment aller voir une question spécifique technique, les gens qui veulent essayer de comprendre globalement les enjeux et la question de la quantique et pas être noyés dans 300 pages très techniques. Là, je recommande plutôt mon bouquin ou d'autres bouquins de vulgarisation qui sont aussi très bien. Je trouve que le mien est le mieux parce que je suis subjectif, mais voilà. Mais si vous voulez vraiment aller voir des points plus techniques, plus spécifiques, par exemple, de votre domaine à vous, là, Olivier, c'est vraiment une source en or.
Oui, effectivement, c'est très, très, très complet. Enfin, il passe beaucoup de temps à faire tout ça et on le connaît un peu. Et donc, oui, effectivement, c'est très, très, très complet. Alors, dans les autres bouquins, effectivement, il y a une littérature qui fleurit en ce moment autour de ces questions sur bon, il y a le Schrödinger à la plage et tous ces trucs-là, enfin, qu'on voit. Je pense que vous connaissez ça aussi, Julien. Et puis, moi, en fait, j'ai un livre qui est paradoxalement qui est sur ma table de chevet. Vous avez parlé de Richard Feynman tout à l'heure, mais il y a un bouquin qui s'appelle Lumière et matière. Si je me souviens bien du titre ou quelque chose comme ça. Enfin, le titre n'est pas complet Oui, quand c'est je dis ça. lumière et matière, mais pour aller plus loin et comprendre aussi avec des petites flèches et des petits dessins comment ça marche la fonction d'onde, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Enfin, je ne sais pas si vous avez une opinion sur ce bouquin-là ou C'est sur un des plus la beaux bouquins au littérature de monde, mais il Feynman. est costaud. Donc, Oui, c'est c'est pas un costaud. bouquin que je recommanderais en première approche. C'est pour des gens qui ont déjà un petit peu de physique en eux et qui ont déjà un peu compris la quantique. Ils pourront savourer le livre. Mais le livre lui-même, il raconte en fait tout ce qui est électrodynamique quantique et c'est vraiment un autre niveau, quoi. Mais c'est un C'est très ça. beau livre en soi. Par contre, c'est évidemment pas un livre qui parle du tout des enjeux de technologie et d'ordinateur quantique parce que ça n'existait pas à l'époque. C'était surtout un livre sur ce qu'il avait fait pour son prix Nobel. Si vous voulez C'est avoir ça. des choses un peu récentes sur le sujet, là, vous échappez pas quand même avec des bouquins comme le mien, quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà, ruez-vous chez votre libraire physique ou virtuel favori et puis commandez le bouquin de Julien, La quantique autrement. On vous mettra de toute façon les références sur notre site web, je pense, quand on rediffusera, puisque donc ça a été enregistré et on le mettra en rediffusion d'ici quelques temps, le temps de compiler tout ça. Bon, merci Julien à nouveau. Merci à l'équipe de Nice et Forcité, à Coralie, à Vanessa qui ont assuré toute la technique derrière et puis la compilation des questions. Et puis bien à bientôt, voilà, parce que restez en veille aussi sur notre site de Nice et Forcité. On a plein d'événements qui se profilent au premier semestre. Là, on voudrait bien à nouveau les faire en physique, mais enfin bon, voilà, pour l'instant, on va se contenter du webinaire. Et ça fonctionne apparemment, puisqu'on est même plus nombreux que ce qu'on pourrait être dans nos salles habituellement. Donc, merci à tous, bon appétit et à bientôt sur les webinaires de Nice et Forcité.